France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien en pleine forme. C'est parti pour votre émission du Grand Forum jusqu'à 18h30, une émission qui reprend, j'allais dire, son courant normal. Après cette petite émission particulière d'hier avec Fawzi Tarkani que nous recevions hier pour nous présenter son livre. Voilà, vous avez peut-être pu d'ailleurs écouter, si vous avez envie de réagir, vous n'hésitez pas à le faire tout à l'heure via le 01 40 33 9000 qui est le numéro de téléphone de la radio pour nous joindre bien sûr. Avec aujourd'hui ma foi un programme assez chargé et tranquillos jusqu'à 18h30 avec la télé et les programmes pour ce soir, le sport avec ce match amical entre la France et la Côte d'Ivoire ce soir. Et puis l'éphéméride de ce mardi avec l'ami Amar. Mais avant cela, nous serons en bonne compagnie. Je crois que c'était même un duo inédit. Celui de Sabrina Artiste que je salue et qui je dis bonjour Sabrina. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. C'est bien la première fois que vous vous rencontrez tous les deux. À l'antenne, oui, c'est la première fois, n'est-ce pas Hakim? Oui. Hakim Ral, comment ça va? Bonjour Christophe, salam alaikum tout le monde, salut les auditeurs. Ben, c'est la première fois avec Sabrina, oui. Ouais. J'adore sa manière de s'installer, on sent qu'il est à l'aise. Hein. Canon, faudrait montrer ça aux auditeurs. Super, ouais. Ah, super, c'est comme un transat, il est excellent. Ah bah attends, comme au bled, tranquille. Il a raison. Hein, Hakim. Comme en France, exactement. Ouais. Ah, génial. Hakim, je tenais à te féliciter. Ah oui? Parce que il y a eu une soirée vendredi soir Yes. et la présentatrice que vous connaissez tous c'était William Maghrebi. Oui. Et je sais pas si tu as eu l'occasion de voir Sabrina sur Facebook. Ce qui s'est passé, les photos, oui, Elle j'ai était vu. très élégante. Elle était très belle Et en on un le caftan. doit à notre ami Hakim qui lui Bon, a c'est prêté rien une du tenue. tout. C'est quand même elle qui a rendu élégante, ou bien c'est elle qui porte la robe. Hein, T'es donc styliste? le tout c'est de savoir porter Non, les il est vêtements. chef d'entreprise, lui, il a tout, lui, il a des Si, on fait magasins. un petit peu de stylisme. Ouais. Un peu. Avec une Créatrice. une styliste modéliste et puis Elle était voilà, très une belle la robe. créatrice, Les voilà. couleurs un peu d'une sirène et tout, ça lui allait très bien. Voilà, une belle sirène donc William Maghrebi qui a fait une belle prestation paraît-il. Hein. Ouais, la surée grave, hein, c'était. Puis il y avait ça le comble. Ouais, c'est bien. Plus de, je pense, ils ont dépassé le quota d'accueil quoi. Ils sont à plus de 700 personnes quand même. Hein. C'est bien. Et Ami ils ont- Trémori. Voilà, et puis ils ont récolté 100 000 euros Ah, super. En une soirée. en une soirée. Génial. Non, C'est c'était bien. pas mal, c'était Ouais. réussi. Ouais. Au top, là, au top. Voilà. Alors, le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure qui fait son grand retour. Les coups de cœur, alors, le coup de cœur de Madame Artiste. Alors, je me trompe pas parce qu'à chaque fois je mélange, c'est ça. Donc mon coup de cœur et non pas mon avis tranché. C'est le SAMU. Il s'agit du programme Elan. Est-ce que vous en avez entendu parler ou Du pas? tout. Non, pas moi, Ah. non. Elan, je sais pas comment est-ce que ça se prononce, je vous en parlerai, c'est un super programme. Ça veut dire quoi, Elan? C'est une abréviation? Élan de solidarité. Vous verrez, Bon. Mais franchement, un truc à vraiment propager. Hakim, ton coup de cœur. Bah moi mon coup de cœur c'est l'événement de ce jeu de cette semaine, c'est jeudi 17 novembre. Ah, laisse-moi deviner, c'est dans le 15e. Voilà, au centre culturel algérien. On va parler de l'émir Abdelkader. Pas du tout. Pas du tout, On va d'accord. parler d'un personnage, un illustre révolutionnaire et poète maghrébin, Moufdi Zakaria. Oui. Donc c'est une conférence qui aura lieu à partir. En partenariat avec France Maghreb 2 d'ailleurs. Exactement. Voilà. Voilà. Et vous y serez, mon cher Hakim. J'y serai, ce sera animé par l'excellent Slimane Tounsi, qui est d'ailleurs avec nous au téléphone pour mon coup de Qui cœur. sera d'ailleurs. Qui sera d'ailleurs, exactement. Oui, Voilà. absolument. Futur, très proche. Pour ce qui est des avis tranchés, Hakim, puisque tu as la parole. Alors moi mon avis tranché se portera sur donc toujours une réflexion hein, comme d'habitude, l'union des franco-maghrébins, une valeur émancipatrice des Français musulmans. Voilà. Et je sais que Sabrina a eu du mal à choisir finalement. Entre les deux, oui, et puis finalement, Ton cœur balance. comme les fêtes approchent, j'ai écrit une petite lettre au Père Noël. Ah, c'est bien. De Vous savez que douceur, c'est un peu parti de là. douceur. Tu crois Sabrina un peu Écoute, tu verras ce que j'en dis dans ma lettre. Moi, Je je sais pense- que tu peux envoyer une lettre au Père Noël, hein, les bureaux sont ouverts. Voilà hein, ça y est. pourquoi est-ce que j'ai écrit la mienne. Ah, très bien. En tout Donc, cas, Sabrina, ma barbe elle est plus vraie que celle du Père Noël. Hein. Effectivement. Quoique. L'habit ne fait pas le moine, mon cher ami Hakim. Exactement. Ouais. Ni l'imam. Ni l'imam. Exactement. Ni le prêtre, ni le rabbin. Bon, alors, dans cette émission, on va parler de quoi? Bien, on va parler notamment de l'actualité, un petit peu, bien sûr, de l'actualité. Notamment, on va parler du message rassurant de Barack Obama en tournée en Europe actuellement. Il assure que son successeur, Donald Trump, est un pragmatique. Portant de la COP 22, du côté de la COP 22 qui se déroule, je vous rappelle, à Marrakech.
La position du nouveau président élu en matière de climat inquiète. Il n'est pas trop tard pour faire machine arrière, lui dit ce matin Ben Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Et puis Barack Obama qui va faire une petite tournée là pour aller rassurer tout le monde. Et François Hollande d'ailleurs qui est à Marrakech. Ça y est, il est arrivé pour la COP22. D'ailleurs Tarek Mami fera partie de la délégation accompagnant le président de la République au Maroc pour cette COP22. Nous parlerons aussi du troisième homme. Vous voyez de qui je veux parler dans cette primaire de la droite? Allez, on va dire fameux Fillon. Le fameux Fillon. Alors le fameux Fillon. Pour faire plaisir, hein, vraiment. C'est ce que j'attendais. Je me suis dit. Le il va dire un fameux truc. Fillon monte dans les sondages, mon cher ami Hakim. Mais il a des positions un petit peu inquiétantes sur l'islam. On verra cela tout à l'heure. Il fait du Sarko-Le Pen. Alors, on verra ça tout à l'heure. Et puis on fera le point aussi sur les derniers gros meetings avec Alain Juppé qui s'est offert le Zénith de Paris hier. Un salle comble à Paris. Au Zénith, donc pendant que Nicolas Sarkozy était lui en région parisienne et puis François Fillon il était à Metz. Donc les derniers grands meetings avant le dernier troisième et grand dernier débat de la droite qui aura lieu ce jeudi sur France Télévisions. Avant les primaires, Christophe. Avant les primaires qui se dérouleront donc dimanche 20 novembre pour le premier tour. Et on connaîtra ainsi les deux qualifiés pour le second tour. Où tous les citoyens français sont invités à participer. Mais pour l'heure, c'est évidemment le zapping pour commencer. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, avec le retour de cette bourde commis par Alain Juppé qui a ressuscité, vous le savez, les enseignes prises uniques. Eh bien, Elisabeth Martichaud sur RTL n'a pas manqué de lui en parler, Alain Juppé. On parlait de votre rapport au peuple tout à l'heure. Vous avez fait une petite boulette hier en ressuscitant une enseigne disparue depuis 15 ans dans une interview à France 3. Vous avez parlé de prise unique. Je voudrais vous rassurer tout à fait. Je salue la vigilance de tous les observateurs. Je fais mes courses moi-même à Bordeaux, et je vais pas effectivement aux prises uniques. Je vais à Monoprix, je vais à Auchan et je vais à Simply Market ou à Carrefour Market. Donc si vous voulez, on ira les faire ensemble. Vous voyez que je vis dans le monde réel et je fais la queue à la caisse de ces différents magasins. Non, mais pourquoi je vous dis ça? C'est pas seulement anecdotique. Les Français, les Français reprochent souvent aux politiques, et ça, c'est pas anecdotique, de ne pas être dans la vraie vie. C'est comme Jean-François Copé, qui avec ses pains au chocolat aux 15 centimes. Vous savez bien que ce sont des choses que les Français, venez à Bordeaux, venez dans mon quartier, et vous demanderez aux gens s'ils me voient souvent, non pas aux prises uniques. Donc tact, je bats ma coulpe. J'ai fait une énorme connerie. C'était épouvantable. Ça disqualifie ma candidature à la présidence de la République. Je le reconnais volontiers. Mais ils vous diront qu'ils me voient régulièrement au Monoprix près de la mairie pour aller faire mes courses et acheter mon petit déjeuner du lendemain matin. Voilà, c'est ça pour moi la vraie vie aussi. Pour vous, c'est révélateur de rien. Arrêtons de caricaturer. Les hommes politiques ne vivent pas comme ça dans une espèce de donjon extérieur. Et quand on est maire depuis 20 ans, je préfère vous dire qu'on sait ce que c'est que à nouveau, les supérettes de proximité. Mais c'est peut-être comme ça que ça s'appelle. Enfin. C'est le dernier mot de cette interview. Merci beaucoup Alain Juppé. Voilà cet épisode refermé. À présent, il n'est pas encore candidat, lui. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il a déjà une fan. Françoise Hardy, c'est ce qu'elle a confié hier chez nos amis de France 5. Rien à voir avec la musique, mais j'aime bien le regard que vous portez sur la politique et notamment les critères que vous avez pour jauger les différents candidats à une élection présidentielle. Ce qui compte, c'est leur calme, leur patience et leur courtoisie. C'est des qualités que vous recherchez chez les responsables politiques. Non, pas forcément. Non, mais bon, c'est à... En tout cas, c'est une façon de les départager. C'est ce qui vous fait pencher plus pour François Fillon ou Alain Juppé que Sarkozy. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai été séduite par Emmanuel Macron à cause de ça. Oui. Sa courtoisie pendant le débat sur la loi travail. Ah oui, tout le monde, la porte-parole de l'opposition à la fin c'était les séances au Sénat, je pense, où il proposait sa loi. Moi, j'étais sidérée et en même temps pas étonnée du tout parce qu'il le méritait. Retour à présent sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris au Stade de France avec ce témoignage, celui de Salim qui a empêché un terroriste d'accéder au Stade de France. Blaise m'a dit, Salim, tu es plus qu'un héros et tu es mon héros. Vous savez, c'est un mot qui me touche jusqu'à aujourd'hui profondément dans mon cœur, quoi. Et ça, c'est les rencontres avec le président de la République. Vous savez, le mot du président était très fort également, quoi. Il m'a dit, vous êtes un exemple parmi ceux qui fait votre métier. Cette reconnaissance s'étend jusqu'aux États-Unis. D'ailleurs, ce 13 novembre 2015, le monde entier a les yeux rivés sur la France.
Des attentats se déroulent en plein cœur de Paris, mais rien ne filtre dans l'enceinte du stade. Joachim Löw, le sélectionneur, avait été mis au courant pendant la mi-temps. Il a échangé avec Didier Deschamps et ils se sont mis d'accord avec les responsables de la sécurité pour ne rien communiquer aux joueurs et aux spectateurs. L'objectif était d'éviter tout mouvement de panique. Et on termine ce zapping par un échange assez tendu qui s'est produit samedi soir sur C8 entre Thierry Ardisson, le présentateur de l'émission Salut les Terriens, et son invité Julien Drey. Des histoires de caméras, etc., qui se substituent aux hommes. Non mais c'est pareil, excusez-moi, mais quand j'entends notre très cher Premier ministre qui dit « Ah, des policiers se sont fait cramer, on va leur mettre des tenues unifigées », ça veut dire quoi? Ça veut dire on met des tenues unifigées, allez-y, vous pouvez nous lancer les cocktails Molotov dessus? J'ai dit, je pense que c'était pas la bonne réponse. Moi, non, c'est pas la bonne réponse. Très clairement, c'est pas la bonne réponse. Je pense que l'erreur qui a été commise, c'est que dans les 2 jours, mais là, ça après, c'est pas moi qui suis ministre de l'Intérieur, il fallait investir, non pas avec l'armée, parce qu'on a les forces de police nécessaires, les compagnies de CRS. Et pourquoi pas l'armée? Parce que on rentre dans une. Ça vous choque? C'est là, mais voilà, c'est ça. Parce que l'armée, c'est ça que les Français vous reprochent. C'est-à-dire que s'il y a des cités dans lesquelles on peut pas rentrer, on envoie l'armée. On va envoyer quoi? Des chars avec des mitrailleuses? On va détruire les banlieues. Les moyens, c'est les policiers, c'est la justice. Parce que l'important, c'est de sanctionner, c'est d'arrêter les coupables, c'est pas de taper n'importe comment. Donc les moyens, c'est redéployer des compagnies là où il en faut, des policiers expérimentés. Et l'armée, c'est des jeunes de 20 ans. Ils vont envoyer dans les cités. Ils vont faire quoi? Ah ouais, c'est leur boulot, c'est n'importe quoi. Là, t'es en train de dire n'importe quoi. Mais pas du tout. Excuse-moi, tu dis n'importe quoi. Pas du tout. Cécile, est-ce que je dis n'importe quoi? Non, moi je suis entièrement d'accord. Au bout d'un moment... Vous préférez que ce soit l'armée plutôt que la police qui aille dans les cités? On peut travailler ensemble. Il faut arrêter la guerre aussi entre l'armée, la gendarmerie, la police, etc. Il faut cesser tout ça. Il faut bosser ensemble. Voilà pour le zapping aujourd'hui. Alors en un mot, Sabrina et Hakim, je vois qu'il y en a un qui a été plus attentif que l'autre. Hakim? Donc oui, relever le. Bon, les journalistes ils essaient toujours de trouver la petite coquille, la petite bête. Ah, mais prise unique quand même. Maintenant il a dit prise unique. Non, ça veut simplement dire que il a des référentiels qui datent forcément. Oui, il a pas mis son logiciel à jour, quoi. Mais voilà. Il reste à jour. C'est juste que bon, c'est le sage du village, tu vois. Il est âgé. C'est quoi? C'est 71 ans, je c'est ça? Je prendrai un pari avec toi tout à l'heure. Oui, et aussi ce que j'ai relevé dans ça, parce que c'est pas aussi grossier que le prix du pain au chocolat de Copé, hein, mais qu'il a dit dans mon quartier, j'ai bien aimé, c'est-à-dire Juppé il vient d'un quartier en fait. Voilà. Ouais, je suis dans mon quartier à Bordeaux, tu viendras voir. Non mais super. Voilà. Sabrina. C'est vrai que moi aussi ça m'a interpellée puisque c'est ce que j'ai écouté au début. Non, et sérieusement. Il y a pas que ça qui m'a interpellé. Moi en fait, ce qui m'a marqué, c'est je l'ai vu sous un autre angle une autre perception dans le sens où je me suis dit il y a quand même le petit clin d'œil au fameux pain au chocolat dans le sens où ah non mais moi c'est pas pareil, ah mais moi je sais de quoi je parle. Voilà. Dixit prise unique. Exactement. Allez, dans un instant, on vous accueillera messieurs dames au 01 40 33 9000, on écoutera aussi les avis tranchés de bien Sabrina et merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2 jusque 18h30 avec aujourd'hui Hakim Ral qui est toujours chef d'entreprise. On est là. Un peu styliste dans ses temps perdus. Et puis Sabrina artiste, toujours art thérapeute. Et thérapeute spécialisé en sciences comportementales. Et auteur. À ses heures perdues. Oui, voilà. Chacun ses heures perdues, Hakim. Oui, bon après, on perd pas son temps pour moi. Je suis tombé sous le charme de ce qu'elle écrit, Sabrina. Elle écrit vraiment très bien. Merci Christophe. Ouais. Et tu trouves? Ah oui. Ah oui. T'as le droit de pas aimer. J'ai rien dit, j'ai dit tu trouves, c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais bon. Allez, auditeurs, auditrices, vous avez évidemment la parole dans cette émission, vous pouvez la prendre. N'attendez pas qu'on vous la donne, prenez-la. 01 40 33 9000, c'est gratos, donc allez-y. Et si vous voulez nous appeler aussi de l'étranger, parce que je sais qu'on nous écoute aussi depuis l'étranger, et on vous salue d'ailleurs, notamment au Canada, un certain Samir, un certain aussi Youssef qui nous écoute depuis le Colorado. Salut Youssef, salut Samir. Et puis aussi au Maghreb, donc 00 33 1 40 33 9000 si vous voulez toutefois participer, 40 33 90 00 pour faire simple. Donc je disais, je voulais prendre un pari avec toi mon cher ami Hakim, les primaires arrivant à grands pas. Les primaires de la droite? De la droite bien sûr. La droite et du centre, ouais. Bientôt donc dimanche prochain. Nous avons 7 candidats. Que vous connaissez tous, Sabrina les connaît. Bien sûr. Voilà. Les 7 voilà, c'est ça. Ils sont suffisamment médiatisés, contrairement à d'autres pour que je trouve quand même qu'il y en a qui sont 3 en particulier qui sont plus médiatisés que les autres. Mais bon, après c'est qu'une histoire de voilà. Je prends le pari avec vous tous. Alors sur le fait que tout le monde voit Juppé gagnant.
Oui. D'accord. Oui, depuis. Moi, je vous garantis que le 27 novembre au soir. Tu garantis? Je vous garantis que le 27 novembre au soir, c'est Nicolas Sarkozy qui sera élu. Alors, pourquoi je vous dis ça? Ouais, bon, ouais. Bah oui, non, mais pourquoi je vous dis ça? Vas-y. Parce que il va y avoir des électeurs de gauche, c'est ce que espère notre ami Juppé, ou du centre, gauche-centre, qui pourraient éventuellement aller voter Juppé. Les électeurs de gauche et du centre ont cette habitude de ne pas se déplacer. Malheureusement, regrettable. Alors que contrairement aux électeurs de droite et du Front National, eux se déplacent tout le temps. Et répondent présent. Donc tu parles mathématiques en fait. Aujourd'hui, force est de constater que celui qui obtient la faveur des votes des sympathisants de droite, des adhérents de droite, c'est Nicolas Sarkozy qui est en tête. De droite, c'est-à-dire que tu parles d'extrême droite ou Non, de droite et d'extrême droite, mais de droite en particulier déjà. Si tu prends que la droite, c'est Sarkozy qui l'emporte. Dans les sondages, c'est ça qui est. Oui. Ah bon? Ah oui, monsieur. Il est pas en deuxième position? Non. C'est quoi les chiffres? Alors attention parce qu'il y a différents sondages. Il y a les sondages qui englobent tout le monde, c'est-à-dire les centristes, éventuellement les quelques gauchistes qu'on peut imaginer venir voter pour Juppé. Ouais. Et t'as les sondages propres au parti, aux adhérents de la droite. Et là, c'est Nicolas Sarkozy des Républicains, voilà. C'est Nicolas Sarkozy qui obtient les faveurs des sympathisants. À combien? Ah bah écoute, il y a un écart de, je sais plus, je te dirais des bêtises. Mais il était en tête, Juppé. Juppé n'a jamais été en tête dans ce genre de configuration. Bah il était pas plus tard que la semaine dernière. Mais dans des sondages qui englobent tout le monde, mon cher ami Hakim, c'est là toute la différence. Pas que LR. Pas que LR. Si tu prends que LR, c'est Sarkozy qui est en tête. Voilà. Donc. Ouais, mais vu que c'est tout le monde qui est invité à voter. Moi, bah oui. Mais est-ce que les gens vont y aller? Payer 2 €, Sabrina, tu vas aller payer toi 2 €? Signer une truc de valeur de la droite? Non. D'accord. Moi, il y a rien qui me gêne d'y aller. Au contraire, il faut y aller. Encore une fois, pour faire barrage à Sarkozy et à son idée de la France, son idée de la laïcité, son idée de la politique internationale. C'est un homme, il est dangereux. Il est qualifié par les gens de sa famille politique et d'agiter. Et je pense que les spécialistes de la psychologie et de la science du comportemental, ils voient bien que sa gestuelle, les mots, sa façon de regarder, de grimacer, voilà, ses mimiques. Question. Et voilà, c'est bien sûr qu'il faut faire barrage. Quel est le meilleur candidat pour Marine Le Pen? C'est Sarkozy. Bah évidemment. Oui. Pourquoi Sabrina? Parce que si on a un deuxième tour, parce qu'on parle même plus de socialistes, on les a enterrés nous déjà. Je vois ça. Ils se sont enterrés tout seuls. Hein. Bah oui. C'est ça. C'est surtout les déclarations de président Hollande. Oui, puis le spectacle pitoyable qu'ils vont nous offrir au mois de janvier avec les primaires. Bon, bref. Ceci étant, ça donne envie en tout cas quand j'entends les garçons là. On se donne rendez-vous donc au mois de mai. On a un second tour Sarkozy-Le Pen. Bah les spécialistes en avaient parlé depuis 2012. Hein. Parce que c'était. La question est-ce que vous allez vous déplacer d'abord? Sarkozy-Le Pen? Ouais. Mais il le faut quoi qu'il arrive, que ce soit pour Sarkozy contre Le Pen ou un vote blanc, il faut y aller quoi qu'il arrive, il faut se déplacer. Bah, la conscience de la règle. Ça c'est une vraie question que je pose, hein, vraiment. En fait, la règle du jeu démocratique veut que on participe. Ouais. Et participer donc en votant, donc en mettant son bulletin dans l'urne, c'est soit voter pour un des candidats, soit pour l'autre, soit voter blanc. Or le vote blanc il compte pas en vrai. Bah ouais. Donc il faut forcément faire quelque chose. Non mais il n'empêche que ça reste quand même un acte citoyen de se dire je me suis déplacé pour voter même si je suis d'accord avec toi. Compte pas. J'ai bien entendu et je sais. C'est pas moi qui le dis. Hein. Non mais je le sais. Voilà. Mais ceci étant, cette démarche là, elle doit exister quand même. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. De faire blanc? Pour la personne. Non, pas de faire blanc. Pour la personne, de se dire, je veux pas voter Sarkozy, je veux pas voter Le Pen, mais je vais quand même me déplacer et créer me dire que je participe même si le vote ne compte pas, de me dire, je suis partie jusqu'aux urnes voter pour me dire que la fois prochaine, j'ai la possibilité d'agir en amont parce qu'aujourd'hui, si demain on se retrouve avec Sarkozy, Le Pen, c'est parce que avant, il y a quelque chose qui s'est pas passé. Alors il faut simplement prévenir ou indiquer aux personnes qui partent pour voter blanc que il faut leur dire aussi que en fait tu vas pas compter. Ça ne comptera pas ce que tu vas faire. Pas se déplacer, alors. Ça compte que pour toi. Moi, je les autant rester inscrit sur les listes électorales pour que son nom figure quelque part dans la municipalité, voilà. Mais se déplacer pour voter blanc, ça ne compte pas au regard de la démocratie à la française. Ouais. Donc moi je me vois mal, par exemple, donner ma voix pour Sarkozy, quoi. Non, maintenant dans ce que tu dis, en imaginant Sarkozy, Le Pen au deuxième tour. Non, alors attends. Il y a beaucoup de gens qui vont voter pour Le Pen. Par défaut, on l'a fait en 2002, vous en souvenez tous.
2002, Jacques Chirac, Le Pen, Jean-Marie. Donc, bien sûr, on s'en souvient tous parce que je crois que c'est une des premières fois où autant de monde s'est mobilisé. Oui. Alors les gens ne sont pas partis voter pour, ils sont partis pour voter contre. Oui, déjà. mais alors d'accord. C'est pas le but d'un vote. Ça se passe très souvent. Est-ce que là c'était Jacques Chirac? Oui. C'était Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Tandis que là, c'est la fille de Le Pen qui a viré son papa du parti. Voilà. Elle a tout à fait un autre discours. Hein. Elle est partie voir les Émirats pour prendre l'argent. Elle appartient quand même à un parti qu'on ne présente plus. Oui, mais voilà. elle a modifié son visage. Hein. Elle a modifié son visage. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Elle a modifié son visage, tout comme Sarkozy qui a mettre dans l'air du temps. Tout comme Sarkozy qui a modifié aussi un petit peu son visage pour essayer de récupérer certaines voix de l'extrême droite. Donc finalement les deux se valent dans un sens. On s'entend. Tout à fait. Maintenant le jeu que propose Christophe, à savoir de compter, c'est-à-dire des mathématiques, faut pas oublier tous les électeurs de la gauche. Hein. De toute la famille de gauche, hein, depuis l'extrême gauche au Parti socialiste, et aussi ils vont se déplacer. Beaucoup se disent être très déçus. Hein. Voilà, donc face à un duel Sarkozy-Le Pen, comment ils vont réagir? Oui, mais la différence, Hakim et Sabrina, c'est qu'en 2002, on avait effectivement ce choix par défaut, carrément. Par défaut pour Jacques Chirac. Mais personnellement, moi, ça ne m'a moins gêné d'aller voter Chirac que ça pourrait extrêmement me gêner, même impossible d'aller voter Sarkozy. Pardon. Alors pourquoi de la différence, parce que la nuance elle est là quand même. Là je partage ça avec toi Christophe pour la simple et bonne raison que Sarkozy il fait du Le Pen. Sous couvert d'être républicain. Donc autant autant quoi, voilà. Autant l'original que la copie, non, c'est ça? Non, autant ni l'un ni l'autre, mais malheureusement comment ça non mais tu dois choisir dans le schéma de Christophe. J'ai bien compris, mais ça m'empêche pas de me dire t'es pas obligé de choisir, hein. Si tu fais comme moi, tu vas pas. Oui, mais le fait de ne pas aller, alors juste je finis cette phrase, le fait de ne pas partir, c'est aussi le fait de participer quelque part à la croissance de l'un ou de l'autre. Forcément. Et pareil pour voter blanc. Même quand tu votes blanc également. En fait, c'est dire, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu tires sur le pied droit ou le pied gauche? Dans les deux cas, tu tires quelque part. Voilà. En gros, c'est ça la attendez, question. Faut pas non plus diaboliser à tout va. D'accord? C'est pas la fin du monde. Non, mais tu peux toujours avancer avec un pied, mais tu galères. On est précurseurs ici à France Maghreb, mon cher Hakim. On est précurseurs. C'est pas la fin du monde. De ce qui risque d'arriver. Attends. J'ai envie de dire Trump est président. Donc non, c'est pas la fin du monde, si on se retrouve avec Sarkozy et Le Pen, hein. Donc c'est pas la fin du monde de voter pour Le Pen, c'est pas la fin du monde de voter pour Sarkozy. Maintenant, il faut aller plus en détail les amis, plus au fond et voir le programme, ce qu'il propose. Personnellement, je suis plus pour c'est-à-dire une favorisation des Français comme elle peut le dire Marine Le Pen. Voilà, au lieu c'est ton avis. Marine Le Pen par exemple, elle serait pas rentrée dans l'OTAN. Elle aurait pas mis les forces militaires françaises personnellement, ce que sous le commandement américain. C'est ce que nous propose et par ça exemple, du coup par exemple, peu importe Oui, j'entends bien. Alors du coup puisque toi tu donnes ton avis, je vais donner le mien. Oui. Non pas à savoir non je sens il se régale, je vais pas me prononcer par rapport à cela. Je vais juste te dire en fait que moi la seule chose que j'ai remarqué et personne ne pourra dire le contraire que ce soit de la droite, de la gauche, de l'extrême droite ou ailleurs, ce qu'on réalise aussi souvent c'est lorsque un discours est posé, une fois que la personne est élue, 80% n'a pas été mis en place. Donc moi je me concentre pas vraiment sur ça en fait. J'essaie de voir. Aujourd'hui elle propose ça, dès qu'elle va être présidente elle va proposer autre chose. Pareil pour Sarkozy parce qu'il a été président. Ne l'oublions pas. Hein. Ah bah oui, ça, on ravale pas son vomi comme on dit. Hein. On ne ravale pas son vomi. Sabrina, donc, le Front National n'a jamais été en charge de la France. Donc on peut pas l'appliquer à 100% ce que tu dis. Mais non, mais quand on voit déjà ce qui se passe sans être à la présidence, on est en droit de se poser des questions. Tu pourras pas m'enlever ça. Oui, quand même. mais arrête, t'es obligé de juger sur. Je vais pas attendre qu'elle soit présidente pour me dire maintenant on est parti pour plusieurs années. T'imagines quelle honte, Hakim, quand même. De quoi? Notre pays, la belle France, dirigé par un parti fasciste. Fasciste? Raciste? Xénophobe? Moi, c'est pas ce que j'ai compris sur. Mais ce qu'elle a été obligée de. J'ai pas compris le fascisme. Elle a été obligée. Maintenant, il y a les discours des skinheads, il y a les discours, ce qu'on peut voir de le reportage qu'elle avait fait. Comment elle s'appelle? Shadi, la dame, une française d'origine maghrébine, elle est partie rencontrer lors d'une manifestation du Front National, elle est partie rencontrer des militants d'extrême droite. Ouais. Et il lui signifiait clairement, on veut pas de vous, les Arabes, vous dégagez. Il lui disait des trucs comme ça. Voilà, c'est connu, c'est pas ça à la télé. Hein. Pourquoi tu crois que Maintenant, ce discours de ce monsieur de militant d'extrême droite, ça reste son discours à lui au sein d'une famille politique, tu vois. Il y a des gens qui sont au Parti socialiste et qui tiennent presque le même discours que des gens qui sont au Front National. Donc tu es en train de normaliser finalement. Je suis pas en train de normaliser, je suis en train de dire qu'il faut dépassionner les débats, faut regarder les programmes. Il y a du bon, il y a du mauvais partout. Nul n'est parfait.
Bon. Maintenant, la question que t'as mis en avant, toi, Christophe, et qu'on est en train de discuter depuis tout à l'heure, c'est une éventualité, un imaginaire basé sur des statistiques et des calculs, bien évidemment. Est-ce que ça, donc, entre le duel Sarkozy, comment ça s'appelle, et Marine Le Pen. Dites-moi, franchement, ça m'intéresse. Amis auditeurs, 01 40 33 9000. Est-ce que vous iriez vous déplacer? Ou est-ce que vous seriez prêt à donner votre voix à Sarkozy pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir? Parce que rappelons-le quand même que Marine Le Pen a qu'une ambition, c'est que se retrouver face à Sarkozy, c'est sa seule chance. Et c'est pour ça que c'est les électeurs de la Marine Le Pen, ils vont se déplacer très probablement pour les primaires le 20 novembre pour aller voter Sarkozy. Voilà, c'est ça, il est basé sur ça le raisonnement. Quand même, rappelons aujourd'hui que nous sommes le 15, donc c'est important de bien souligner que si ces électeurs partent, notre voix aujourd'hui nous permet de nous déplacer aussi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est ouvert à tout le monde. C'est maintenant qu'il faut agir et il faut pas attendre après, en fait. C'est maintenant. Nous, on a tendance à vraiment attendre le mois de mai. Donc à la question que t'as posée tout à l'heure, Christophe, est-ce que tu vas te déplacer, signer la charte et payer 2 € le 20 novembre? T'as dit non. Est-ce que tu dis oui maintenant? Ah. Allez, on y va. Tu me poses une colle. Bah oui, il pose une colle. Mais non, mais faut être concret, les amis. Moi, j'irai pas parce que je ne peux pas signer une charte si j'ai pas cours de licorne, j'irai. Si t'as pas cours de quoi? De licorne. Licorne, les Papa Noël, et ben décidément, tu vis où toi? Tiens, justement, puisqu'on parle du Père Noël, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Franchement, vous m'offrez des transitions de ouf quand même, hein. Merci beaucoup. Le Père Noël, c'est bientôt d'ailleurs, et justement, il y a les fameuses lettres au Père Noël qui sont envoyées. Vous savez que c'est à Libourne que ça se passe, en Gironde, où toutes les secrétariats, là, je crois qu'ils sont une dizaine à peu près, à recevoir, à traiter les courriers envoyés par les petits enfants ou les grands enfants au Père Noël. Donc c'est la mythomanie institutionnalisée, quoi. Ouais, il suffit juste d'écrire Père Noël et ça arrive à coup sûr au bureau de Libourne. Donc on va voir si ça est le cas également pour la lettre écrite par Sabrina Artiste, la lettre au Père Noël. Allez, vas-y Sabrina, bismillah. Cher Papa Noël, je sais que tu n'existes pas, mais je t'écris quand même d'une plume frêle. Tu sais, ici aussi il fait très froid. Il paraît que tu descendras du ciel. J'imagine de là-haut ton créneau en traîneau. Moi, j'ai pas de boule de neige et plus de grand-mère. Alors à coup sûr, oui, je m'attends au vent d'hiver. Papa Noël, cette année ne sors pas tes guirlandes. Aucune confiance en ton lutin et sa bande. J'ai pas acheté de sapin. Non, je voulais un cactus. Si tu peux par ailleurs me retrouver mon livre d'Horatus, je t'avoue que ça me changera des chocolats. Ras-le-bol des Mon Chéri saveur liqueur, tu vois. Je ne fête pas Noël, alors bon, voilà quoi. Comment ça, pourquoi je t'écris alors? Tout de suite, le Noël a changé de bord. Je t'écris parce qu'à Noël, il y a ce truc en moi qui me fascine. Je t'explique, écoute ça. Je ne sais pas ce qui me plaît le plus, les luminaires qui clignotent comme si tous les lampadaires de la ville avaient des troubles compulsifs du comportement, ou bien les piétons qui avancent plus rapidement que les voitures victimes d'embouteillages voués au stationnement. Peut-être est-ce les plateaux de foie gras, veux-tu en voilà, et de chocolat saveur caviar qui finiront pour les 3/4 en tri sélectif au milieu des cartons de cadeaux au pif ou kiff-kiff. C'est la même rengaine chaque année, on y croit toujours et encore. Oublions l'amour, la mort en ce jour de temps mort. Jouées en plastique à moins 50% en tête de gondole, les têtes deviennent folles. C'est Hélène est la mère Noël des plus généreux en apparence. Le reste de l'année, leurs fins de mois sont en carence. Huîtres en folie et cascade de vaisselle où la table la plus belle sera celle où Noël sera le plus flambant neuf. Moi, tête d'œuf que je suis, je t'écris pour te dire que voir la France s'affoler pour ton arrivée, ça me fait sourire, même si on masque le pire. Peut-on leur en vouloir d'y croire? Les autres jours, les autres soirs, les cœurs sont sourds sans magie ni histoire. Alors, je t'écris car je me demandais si peut-être que tu accepterais un CDI pour rester ici toute la vie. Tu verras, sous ton grand manteau, tu t'y plairas bien plus que là-haut. On y paye des impôts, on perd au loto, on s'alcoolise puis se désalcoolise, en produits high-tech, on se rivalise. Notre monde n'est pas immonde. C'est juste qu'on l'a déshumanisé à la sève de notre propre humanité. Du coup, on s'attache, se gâche, on se perd quand on s'est offert. Mais je te promets qu'en chacun de nous sommeille un cœur d'enfant. Alors apporte-nous un peu de Noël chaque jour.
Ouais, Hakim, il y a du niveau, hein. D'écriture, c'est très joliment dit. Bien sûr. Après, donc en fait, c'est Tu comprends pourquoi je suis fan. L'imaginaire. En fait, c'est l'imaginaire pour mieux revendiquer certaines choses. Donc, ce que tu revendiques à l'intérieur, très clairement, tu as dit pour masquer le pire. Quel est le pire maintenant voilà. Eh bien, en fait, pendant la période de Noël, qu'on fête ou pas Noël, hein, il y a une magie qui s'opère, un idéal qui est énormément basé sur l'imaginaire, une justement. Communion, en fait, tout à fait, sur l'imaginaire, sur un idéal. On va idéaliser en l'espace d'une soirée, en fait, tout ce que l'on peut pas avoir le reste de l'année. Oui. Et c'est pour ça qu'on peut pas en vouloir, en fait, à toutes ces personnes, qu'elles fêtent Noël ou pas, qu'elles y croient ou pas, que ce soit religieux ou pas, hein, ou que ce soit commercial ou pas. C'est surtout commercial. Ou pas, en tout cas pour les personnes aussi qui se retrouvent dans la communauté maghrébine, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aussi pour un repas de Noël, il faut aussi le dire. Oui, bien sûr, enfin, on n'est pas là pour juger. C'est de la culture après. Donc exactement, et c'est vrai que ce que je souligne en fait à travers cette fête qui débute juste après, commercialement parlant, juste après les achats de la rentrée scolaire. Donc j'ai envie de dire que 2-3 mois avant, on prépare déjà Noël dans le mental inconscient des personnes pour pouvoir se dire dans 2-3 mois il y a Noël, donc je vais commencer à débourser, donc je vais commencer à banquer, je vais commencer à ramasser de l'argent, je vais commencer à la tenue, à la table, au cadeau de l'arrière-grand-mère, au cadeau du petit neveu que je ne vois jamais. Donc en fait il y a quelque chose. Les centres commerciaux ont déjà commencé à exposer même ça fait plus d'un mois, j'en parlais à l'antenne, tu te souviens Christophe, il y a un mois je disais que j'étais partie pour faire des courses et qu'il y avait déjà tout le rayon du 3e étage de Carrefour qui était mais déjà voué au cadeau de Noël alors que ça fait quand même un mois. C'est un bon plan pour payer moins cher. Mais c'est déjà mis en place dans les établissements commerciaux. Oui, tout à fait. Donc on est dans une démarche commerciale. Il y a l'aspect mercantile en fait qu'on connaît très bien. Mais c'est aussi aujourd'hui. C'est aujourd'hui le but et c'est ce que même nous en France en tant que notre héritage à nous en tant que pratiquants musulmans, on tend aussi vers ça quand on fête l'Aïd aussi. Il faut le dire maintenant. Il y a un aspect très mercantile aussi qui est mis en place. Donc je suis pas là pour pointer du doigt et dire que c'est bien ou pas bien. C'est incomparable. Voilà, je suis pas là pour. Non, pas du tout. Je suis pas là pour pointer du doigt. Je suis là juste pour dire que ce n'est pas que c'est comparable. Non, c'est pas comparable. Non, là les fêtes de Noël, on les prévoit 3 mois à l'avance. Tu regardes dehors, c'est Noël. Tu regardes dans ta ville, c'est Noël. Tu allumes la télé, c'est Noël, à l'école c'est Noël. Ah ouais, t'as les films de Noël aussi. Tout est Noël. Voilà, Noël c'est partout. Et ça fait partie de la culture française, il n'y a pas de souci. Là, ce que je suis en train juste de dire, c'est que tout cet aspect-là, qui donne un peu de magie pendant plusieurs mois pour une soirée, dans le regard d'un enfant, sous couvert de l'innocence d'un regard d'un enfant, c'est de se dire, mais finalement, c'est comme si on était un peu tous désabusés parce que ça n'enlève rien au quotidien en fait de notre vie et qu'on se mettait entre parenthèses. Soit. Et en fait, ce petit message, comme tu l'as si bien compris, voilà, il y a les verbes, il y a le verbe et tout. C'est surtout pour se dire que ce serait intéressant de pouvoir en fait s'apporter tout cela. Autrement et de se fédérer. C'est très bien si cette fête elle est fédératrice, mais cette fête aussi beaucoup en profitent en fait, notamment l'aspect mercantile et qu'il y a des possibilités moins onéreuses pour les personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir être ensemble et de se fédérer autour d'une cause aussi tout aussi noble, soit-elle religieuse, païenne ou pas. Alors se fédérer dans les chiffres, Noël c'est pas le nuit où il y a plus de suicides? Parce que les gens ils sont seuls, non, il y a pas un truc comme ça. Je sais que pendant les fêtes, il y a un grand taux de suicide. C'est ça, de Noël, pas la Saint-Sylvestre, pas le 31 décembre, c'est les accidents de la route. Là où il y a plus d'accidents de la route parce qu'ils sont alcoolisés les gens. Je sais que pendant les fêtes, effectivement, il y a un grand taux de. Là où je mettrais une nuance à ce que tu as dit, c'est la nécessité et le devoir de véracité. Parce que quand on dit pas la vérité à quelqu'un, c'est-à-dire on lui ment, à un moment donné, il va se rendre compte que c'est faux. Et donc là, il va être déçu. Donc finalement, tous les enfants qui croyaient que Père Noël existait, ils étaient en kiff total. Ouais, Père Noël existe. Après, il n'existe pas, on m'a menti. Déjà, on lui apprend le mensonge. Voilà. Au-delà du mensonge, en tant qu'enfant, il se situe ailleurs, il se situe dans un système de trahison en fait. Donc d'accord, mais là il se sent trahi. Si tu te sens trahi par tes propres parents, c'est un peu compliqué après. Il n'y a pas que les parents, il y a partout, en tout cas l'éducateur principalement. Mais ceci étant, voilà, après quand c'est bien accompagné, etc. Voilà, c'est pas un traumatisme. Mais je te rejoins complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Mais après, si on part à partir de là, on peut partir sur plein d'autres sujets où les enfants. Non, on parle de Noël. On leur apporte un imaginaire et puis après, ce n'est pas vrai. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est juste de se dire, bon, Noël, c'est là, ça fait partie de
notre culture. Il y a beaucoup de gens qui se réunissent autour de cela et de se dire essayons de nous réunir aussi autour d'autres causes, de créer même des nobles causes, comme par exemple le gala là où vous avez été ce vendredi, où ça peut être fédérateur sans forcément mettre en avant le côté mercantile. Oui, mais bon, le gala c'est un gala caritatif en vue de récolter des fonds pour la construction d'un lieu. Un exemple parmi Oui, j'ai bien compris. Voilà. Maintenant, ce que je disais, moi, c'est le caractère de véracité. C'est important parce que pour fédérer et pour qu'il y ait cette communion, pourquoi se priver de la véracité? C'est pourquoi faire d'un mensonge une source de communion. D'ailleurs, si Noël, pour beaucoup, donc il y a la messe de Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus, de Isa. Il paraît qu'il est même pas né le 24 décembre. Certains diront religieux que non, il est pas né. 25, il est pas né. Qui disent qu'il est né le 7 janvier. Voilà, en janvier. Et il est pas né du tout à cette date. Donc pourquoi mentir? Pourquoi voilà? Ça, c'est juste commercial. Il y a plus rien de religieux dans Noël. Alors moi, ce que je sais que dans Noël, c'est une fête d'origine. Non, mais c'est une fête d'origine païenne qui tire donc son origine de la fête du retour du soleil, qui était considéré comme une divinité par les adorateurs du feu, les hellénistes, que c'est le jour le mois de décembre, c'est là où les jours sont courts, et donc Noël, c'est à partir de là que les jours redeviennent plus longs. Donc on fêtait le soleil en fait. Et dire qu'on m'a fait croire que le Père Noël passait par la cheminée, n'importe quoi, tout de suite. Est-ce que vous avez déjà écouté la chanson de Renaud sur le Père Noël d'ailleurs? Non. Ah ouais? C'est quoi les paroles? Petit Papa Noël, toi qui descends du ciel, ton divis fait bien fait. Ah bon, je te colle une droite. Je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Ah voilà. D'accord. Okay. C'est ça. Elle est trop forte, franchement. Il parle même de la carte du Parti Socialiste que le Père Noël lui aura emmené. Ah oui? Il a dit ça? Ah ouais. Et lui diront repart avec elle. Voilà, repart avec quoi. Ils sont mêlés les guibolles dans l'antenne de je sais pas quoi de la télé. Enfin, laisse tomber ça, c'est affreux. Bon, bienvenue à tous en tout cas sur France Maghreb 2. Oui, dans cette émission on parle de tous les sujets. Vous l'avez bien compris. On parle aussi bien de Noël qu'on parle aussi de ce qui s'est passé en Russie. Est-ce que vous savez pourquoi je vous parle de la Russie? Non. Dis-nous, pourquoi tu veux parler de la plusieurs choses, mais les Russes ont pour habitude des arrestations médiatisées dans les affaires de corruption, mais quand cela concerne le plus haut responsable de la chaîne, ce responsable, c'est le ministre de l'économie, arrêté la nuit dernière et inculpé ce matin pour extorsion de pots de vin. Il aurait reçu 2 millions de dollars dans une affaire de privatisation. Il s'appelle Lukavitch, excusez-moi de mon accent pourri russe. Il exigeait en tout cas de recevoir 2 millions de dollars pour donner son aval au rachat de la 6e compagnie pétrolière du pays par le géant russe du pétrole Rosneft. D'après le porte-parole du comité d'enquête, il aurait été pris la main dans le sac, monsieur. Wow. L'arrestation a eu donc la nuit dernière, ce qui rappelle d'anciennes méthodes, mais l'arrestation n'a pas été filmée, comme cela a été le cas récemment lorsque des gouverneurs de région ont été interpellés pour corruption. Un reste de dignité donc pour celui qui aurait été ministre de l'économie depuis 2013 et qui avait une importante fonction à la Banque centrale. Oui, voilà. Voilà comment ça se passe en Russie. Waouh, et ça veut dire c'est médiatisé? Ah bah grave. Et ils sont partis en brigade et tout comme ça? Ça fait la une, ouais. C'est quoi, c'est une descente? Arrestation en pleine nuit. Wow. Voilà, jugé direct, voilà. Ah, ils ont pas envoyé une lettre de convocation. Ah non, c'est pas. Attends, on rigole pas avec les Russes, t'as vu comment ça se passe là-bas, Bah alors, c'est bon pour Poutine quoi, il fait le ménage. Poutine justement, qui s'est entretenu lui au téléphone pendant ce temps-là, son ministre de l'économie à la direction de HEPS. Poutine lui s'entretient au téléphone avec Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, le chef du Kremlin et le nouveau président élu des États-Unis ont convenu de la nécessité d'un travail conjoint pour la normalisation entre les deux pays, de la relation entre les deux pays. Très rassurant. Une réorientation très rassurant, je sais pas, de la politique extérieure de l'Amérique version Trump. Voilà, ça passe par Poutine. Mais j'ai l'impression qu'il de par le poste en fait du coup de Trump, Poutine va s'apporter non pas une légitimité, mais en tout cas une visibilité beaucoup plus légitime. Sa valeur, oui. Exactement. Ouais. En tout cas, c'est rassurant. Je mets des guillemets si personne ne l'avait compris. Poutine s'en sent renforcé avec avec l'accession au pouvoir de Trump. C'est sûr, quand Trump il dit très clairement que le monde était mieux et plus en sécurité avec Saddam Hussein et Kadhafi que maintenant. Quand il dit qu'il faut travailler avec Poutine, il faut pas, et le monde sera plus dangereux sans Bachar el-Assad. Donc il est en train de dire que
il s'inscrit dans on va dire la politique russe de Poutine, ouais. Alors que tout le monde se rassure. Donc ça finalement c'est Poutine qui a raison, enfin donc c'est là-dessus il prend de la valeur Poutine, c'est sûr. Oui, ils se rejoignent. Que tout le monde se rassure, Hakim et Sabrina, parce qu'on peut s'interroger, s'inquiéter, mais rassurez-vous, le nouveau locataire de la Maison Blanche donc est un pragmatique, c'est ce qu'a déclaré Barack Obama juste avant de décoller pour Athènes. Le président sortant veut rassurer les partenaires européens de Washington et ce à quoi il va s'employer pour sa dernière tournée européenne. Son avion s'est posé ce matin à Athènes, une visite avant tout symbolique au cours de laquelle il rencontrera le Premier ministre Alexis Tsipras, mais il n'y aura aucune négociation politique bien sûr sur la question de la dette, juste un message de solidarité. Et puis après cette visite en Grèce, il partira en Allemagne où il s'entretiendra avec Angela Merkel ainsi que les dirigeants français, britanniques et italiens. Voilà pour cette dernière tournée. Il a pris l'avion, Barack, il va préparer son départ, tranquillos, et il est venu rassurer les Européens. Ne vous inquiétez pas, Trump est là. C'est-à-dire il fait un tour de piste, c'est ça? Il fera rien, c'est ça. C'est un tour de piste comme ça? Rien, aucune décision politique, vraiment rien. Pourquoi il se déplace? Juste pour rassurer les Européens. Ils ont besoin d'être rassurés. Ah oui, ils sont inquiets. Regarde, ils sortent d'une ère pour aller vers une autre ère. Oui, on va dire ça comme ça, peut-être. C'est ça. Oui. Voilà. Donc Barack fait un petit tour, une dernière petite tournée d'adieu, on va dire ça comme ça aux Européens. Après, on comprend bien que quand on parle de Barack ou de Trump, on parle de l'administration américaine. Ça se résume pas, voilà. Après cette petite petite promenade voilà sur le territoire européen, moi je la trouve pas très quoi, glorieuse? Non, je sais pas, pour un président sortant, j'ai le sentiment que c'est comme s'il préparait un petit peu le terrain à Trump, quoi. Non. Il faut pas oublier que c'est quand même le gendarme du monde, les États-Unis. Oui. C'est la première force et le monde, comme il l'a dit Poutine, a besoin pour reprendre ce que dit Poutine, le monde a besoin d'un pays fort et grand comme les États-Unis. Oui, et comme la Russie aussi. Donc c'est pas, quand tu dis un président qui va, c'est pas n'importe quel président, En fait, c'est pas ce que les États-Unis. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que la tournée, elle ne trouvait pas justifier le fait qu'ils viennent comme ça faire une tournée. Juste derrière Trump, en fait, c'est comme si finalement il venait. Je le trouve un petit peu, tu vas comprendre. C'est comme si c'était le commercial de Trump. Voilà, tu vois, c'est qu'il va venir en fait, voilà. Moi, ce que je dis, c'est que ça reste. En fait, ce que je disais, c'est que ça reste quand même les États-Unis. Mais ça n'empêche pas la façon dont c'est accueilli. Oui, ça on le sait, mais ça n'empêche pas la manière dont c'est accueilli en fait, et de se dire que s'il se déplace aujourd'hui, comme je te dis, c'est comme un commercial qui vend un produit dont les Européens ne veulent pas forcément. Voilà, ce que tu comprends. J'ai compris, mais tout à fait. Mais pour continuer dans ton sens, vas-y, dis-moi. Et aller plus loin, ce n'est pas un commercial. C'est pas le commercial de Trump. C'est pas le commercial de Trump, c'est plutôt le commercial de l'administration américaine. Dont Trump. De Trump, c'est bon, c'est le nouveau patron. Voilà, exactement. Méziane. Oui, allô. Remets-moi de l'ordre dans tout ça. Comment ça va, Méziane? Oui, salam alaikum, ça va. Comme salam, Méziane. Salam à tous les jeunes là qui sont là-bas, les futurs diplomates de la politique internationale et mondiale. Juste la politique de moi-même, ça serait pas mal déjà. Moi je me sens pas visé, mais salam quand même. Oui, salam. Écoutez, moi je voudrais quand même vous suggérer. Alors, on n'entend plus. Super. Oui, là on vous entend. Oui. Je voudrais quand même vous suggérer quelque chose. Oui. Parce que je vois que il y a l'Europe qui est un bloc, même s'il n'est pas tout à fait homogène. C'est quand même un bloc. Oui, c'est le vieux continent. Oui, tout à fait. Il y a les États-Unis qui forment un autre bloc. Il y a la Russie. Nouveau monde. Avec les BRICS et tout ça font des blocs. Oui. Mais nous qui sommes de religion musulmane et de culture arabo-musulmane, berbéro-musulmane, voire africaine, pourquoi il n'y a jamais une discussion pour qu'il y ait un bloc Afrique avec toute l'économie qui est possible, avec les matières premières qui existent en Afrique et au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient fait partie de l'Asie, mais quelque part on est un petit peu cousins. Je voudrais savoir, avec toute cette possibilité-là, comment se fait-il qu'on n'arrive pas, nous, à s'organiser pour faire un groupe de pression de la même sorte que les Européens, les États-Unis, les Asiatiques, les Chinois, l'Inde et ainsi de suite, ils arrivent à faire quand même des unions pour représenter une force, alors qu'ils sont déjà forts unitairement.
Nous sommes tous des petits pays, mais on n'arrive pas à émerger. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés. Pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à faire une union minimum, comme des BRICS, mais au niveau de l'Afrique, pour décider de notre économie et puis de notre politique internationale? Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Ça voudrait dire qu'il faudrait le Maghreb United, il faudrait que les pays arabes s'entendent entre eux, il faudrait qu'il n'y ait plus de dissensions entre les différents pays. Comment ils ont fait les autres? Comment ils ont fait eux? Et il faudrait stopper définitivement les différents problèmes qui existent entre les pays sur divers sujets. Oui, il y a quand même beaucoup de si quand même. Oui, il y a beaucoup de si, mais déjà il faudrait commencer par, comment on appelle ça, par ne pas commercer avec, comme on appelle ça, les pays qui ont une politique pro-sioniste. Déjà, parce qu'on a une plaie qui est quand même pas rien, qui dure depuis plus de 70 ans. Et je n'ai jamais entendu un président d'un pays ou d'un roi dans les pays musulmans qui s'insurge fortement. Ne serait-ce que d'un point de vue moral. Oui, c'est vrai qu'on les entend pas. C'est une armée parce qu'il n'a pas la puissance. On les entend pas, c'est vrai. Méziane, tu as raison de le dire. On les entend pas. J'allais dire prononcer un discours fort, prendre une position ferme, notamment sur le conflit auquel tu fais référence, le conflit israélo-palestinien. Oui, mais parce que malheureusement le monde arabe ne pèse rien. Voilà, c'est tout. Si je peux apporter deux petits éléments de réponse à Messiane. Oui, vas-y, Alors, si on prend l'exemple de la conférence de tous les pays africains en 1986, à laquelle le colonel Thomas Sankara, paix à son âme, avait interpellé l'ensemble des dirigeants africains. Hein, Messiane, tu parlais des dirigeants africains. Oui. Il leur a dit, l'Afrique, elle est soumise aux bailleurs de fonds, c'est-à-dire c'est la dette colossale que l'Afrique elle a, donc elle doit rembourser cette dette. Et donc elle fait que payer les intérêts. Elle n'arrivera jamais à finir de payer cette dette et elle n'arrivera donc pas à se développer, s'épanouir comme il le faut. Colonel Sankara, il disait à tous les pays africains, on annule la dette, on paye pas la dette parce que si. Ah voilà. Il disait ça, donc il parle dans un long discours qui est connu. Donc c'est le président de Burkina Faso, décédé, assassiné. Il a été assassiné. D'ailleurs, il y a un procès qui incrimine la France et la CIA. Voilà, donc c'est en cours, c'est à la justice, tout ça. Donc il disait, voilà, si vous, les pays africains, si nous, on nous demande de payer la dette, on la paye pas, au même titre qu'on demande qu'on nous paye la dette de l'esclavage, du sang versé et du pillage de l'Afrique. Donc il dit, c'est simple. On paye pas la dette. Maintenant, il a pas duré, je crois, 1 an, et puis ils l'ont tué. Ouais. Deuxième élément de réponse, il y a qu'à regarder l'œuvre du colonel Muammar Kadhafi, et qu'est-ce qu'il proposait pour l'Afrique, qu'est-ce qu'il proposait au niveau de l'union monétaire, qu'est-ce qu'il proposait comme plan social, comme valeur de stabilité financière pour l'Afrique. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, quand Donald Trump il dit que le monde était plus sûr avec Kadhafi et Saddam Hussein, faut pas être dupe non plus quand Trump il dit ça, mais au moins il le dit. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'œuvre on n'est pas obligé de partager cette l'œuvre africaine et d'unification de Kadhafi, elle est claire et nette. C'était une Afrique forte et paisible qui puisse bénéficier de ses ressources naturelles et commercer avec tout le reste de la planète de manière juste et équitable. Bon, il est mort, ils l'ont. Oui. Alors au bout du compte. Donc les Africains ils veulent bien s'en sortir, mais on les tue à chaque fois. Quand il y a un président dans un pays africain, il est assassiné, quoi. Ça c'est connu, ça. Donc, mais alors, les peuples, quand on a des présidents qui sont soumis au diktat comment on appelle ça, de l'Occident, la supercherie, c'est-à-dire au pillage, est-ce que le peuple n'est pas en droit de se révolter? Alors, contre ses dirigeants. Là, j'ai vu une interview de Marine Le Pen sur un plateau de journal africain qui disait que Marine Le Pen était absolument scandalisée et totalement contre le franc CFA qui existe toujours aujourd'hui. Donc il y a ces 14 pays d'Afrique. Oui. Donc qui utilisent la monnaie des colonies françaises d'Afrique encore. Et Marine Le Pen disait, même moi dans mon pays, c'est-à-dire la France, je souhaite revenir au franc. Et pour moi, l'indépendance monétaire est cruciale pour l'indépendance nationale. Voilà. Merci Méziane pour ta réflexion en tout cas. Merci de ton appel 01 40 33 9000. Vous êtes très nombreux, mais on va devoir aussi accélérer et avancer. Sabrina est restée très silencieuse.
J'ai écouté, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pertinence dans les propos de Hakim, en fait, que je rejoins, donc j'avais pas besoin de les ponctuer parce que c'est très bien. Eh bien, on va voir ce qu'il advient de son avis tranché à notre ami Hakim Rahal. Oui, alors un petit avis tranché, réflexion toujours avec chers amis, hein, donc vous tous. Donc c'est l'idée c'est une union des franco-maghrébins, donc des Français d'origine maghrébine, est une valeur émancipatrice des Français musulmans, c'est-à-dire de l'ensemble de la communauté musulmane de France. Donc la notion d'union, on peut rappeler que c'est un acte d'organisation, donc le fait de vouloir s'unir, ça relève à la fois d'une nécessité pour agir mieux, hein, donc la fameuse phrase l'union fait la force, mais aussi ça relève d'une certaine maturité, d'accord, et d'une certaine notion de la civilisation humaine dans son ensemble. S'unir, ce n'est pas une faiblesse. S'unir, au contraire, c'est une manifestation de la force. S'unir, c'est pour bâtir, proposer, témoigner et également, lorsqu'il le faut, se défendre des injustices commises. Donc cette union des Maghrébins qui compose la majeure partie des musulmans de France, donc on sait très bien que la première communauté d'origine étrangère en France, c'est les Français algériens, et puis s'ensuit d'autres communautés. Mais concernant au niveau quantitatif des musulmans de France, c'est les Maghrébins qui arrivent en tête. Donc l'Algérie, Algérie, Maroc, Tunisie, voilà. Et puis à moindre mesure la Mauritanie, la Libye. Voilà. Donc en donnant l'exemple, les Maghrébins de France, de cette unité, pour aller à l'encontre de dire ouais moi je suis marocain, toi je suis pas algérien, ouais les Algériens vous êtes comme ça, ouais les Tunisiens vous êtes pas comme ça, vous êtes comme ça, se chamailler à l'image d'une chamaillerie de matchs de football ou de compétition, un truc totalement bébête finalement. Eh bien il faut proposer, donc à l'opposé de cela, une union tout simplement sur des bases culturelles. Voilà, on a la même langue, le même plat, le même tenue vestimentaire à quelque chose près, hein. Voilà, et la même culture, donc en plus de ça, principalement le même culte, hein, l'islam. Voilà, et donc cette union des franco-maghrébins donnera davantage de valeur d'émancipation pour l'ensemble des musulmans de France, c'est-à-dire la communauté française de confession musulmane. Donc élargi cette fois-ci à l'Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Donc sur cette base de valorisation par l'Union, donc des Maghrébins en première ligne, eh bien les discours des politiques, les discours des pseudo-intellectuels, le discours des médias, il sera différent, car ils verront dans cette maturité qui a donné lieu, dans cette union, une maturité de la communauté française d'origine maghrébine, d'accord, et cet engagement d'union, d'unification qu'auraient pris les Maghrébins et par extension donc tous les Français musulmans, eh bien, changera la donne. On ne parlera pas de double portion de frites au lieu de comme Sarkozy. On ne parlera pas d'en finir avec les amalgames de Fillon quand il dit ouais, il faut en finir dans son livre, finir avec le totalitarisme islamique, ou bien lorsque Valls il dit que son plus grand combat, ça sera contre le voile. Ils pourront plus parler comme ça parce qu'ils se rendront à l'évidence que les Français maghrébins, les Français musulmans sont français à part entière. Ils sont français, il faut composer avec. Donc, je lisais encore la couverture de magazine Valeurs où c'est De Villiers qui dit donc il faut que la France se sépare de l'islam. Donc un titre comme ça dans un quotidien national, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me permets de dire moi je veux pas de cette pensée, parce qu'il dit pas en finir avec les musulmans et se débarrasser des musulmans, non, il dit finir avec l'islam, c'est-à-dire l'idée. Par contre, garder les musulmans dociles qui apportent de la valeur ajoutée et profiter de leur travail, ils sont pour des musulmans mais sans islam. Or, le travail qui est à faire, et là j'en finirai là, c'est un double défi, le travail qui est à faire pour les Français musulmans. C'est à la fois de savoir sortir de la position victimaire dans laquelle on essaye de les mettre,
Donc toujours ils doivent se justifier. Donc comment sortir de cette position victimaire? C'est en proposant, en donnant des alternatives, en démontrant le bien fondé de leurs idées, de leurs valeurs humaines. Et ça, voilà, pour faire court. Et un deuxième défi qui serait de témoigner de la valeur intrinsèquement miséricordieuse du prophète Mohammed. Lorsque Dieu, dans le Coran, et ça c'est tous les musulmans qui disent, tous les Français musulmans qui disent ça, que le prophète Mohammed est une miséricorde envoyée pour les mondes, donc là, c'est l'ensemble des êtres humains qui sont interpellés à juger le prophète Mohammed. Donc ça veut dire que les musulmans, c'est eux qui doivent témoigner de cette valeur de miséricorde et de générosité à l'ensemble d'une humanité, de l'ensemble de l'humanité, du prophète Mohammed. Donc voilà, je finirai par ça. Sabrina, quelle en est ta conclusion? Ma conclusion, c'est que ce désir de cohésion se veut plus que vital pour pouvoir justement se retrouver dans une sorte de fédération qui va nous permettre ensuite d'être considérés, pour ceux qui ont de la difficulté à se considérer comme tel ou à être considérés comme tel, à savoir un citoyen français, et ni plus ni moins. Exactement. Voilà. Maintenant, que Sabrina, je sais pas, par exemple, disons, admettons que c'est d'origine marocaine, moi je serais d'origine algérienne, mais on est français tous les deux. Et donc, on fait partie du paysage français. Le paysage français, le pacte républicain garantit, donc c'est un pacte, garantit le bon vivre ensemble. Oui, entre ce que l'on garantit. Maintenant, ce qu'on passe sur le terrain, exact. C'est autre chose. Et voilà. Et donc, les discours qui nous sont renvoyés en pleine figure, et jusqu'aux lois même, d'accord, d'humiliation, de mépris, de rabaissement, ça doit être l'occasion, donc à quelque chose, malheur est bon. Donc c'est un mal pour un bien. Quel bien? Le bien de se mettre, d'arrêter de pointer des différences entre moi je suis marocain, je suis algérien, moi je suis tunisien. Après c'est quelque chose quand même qui bon, je sais pas si c'est générationnel, mais c'est vrai que voilà, moi quand je vois par exemple voilà mes enfants dans l'école de mes enfants, ils sont quasiment tous mixtes, tous issus de nationalités mixtes, d'origine pardon. Voilà exactement, quel lapsus, d'origine différente. Et ça c'est intéressant parce qu'on se dit bon bah cette génération là ne va pas, du moins on l'espère, en tout cas, ou nourrir le clivage, si elle ne va pas, au moins souffrir de ce que l'État essaie de renvoyer, parce que cette problématique l'État, c'est-à-dire certains discours, tout à fait, cette problématique dans laquelle on est depuis que nos parents sont arrivés et qu'ils ont enfanté, c'est vraiment là qu'il s'est avéré être une vraie problématique, c'est que ces Maghrébins ne repartent pas. Bien finalement, elle va plus vraiment avoir lieu parce qu'il y a tellement de mixité en termes d'origine que le nationalisme pur il sera obligé d'exister, parce qu'on ne pourra rien être d'autre. Je finis. On ne pourra rien être d'autre qu'un Français. Et donc là ce que tu dis c'est très bien, c'est que l'étape que tu désignes, je pense c'est encore un peu tôt, elle doit passer par une étape qui est précédente, c'est qu'on n'est plus de Marocains d'origine marocaine ou d'origine algérienne, on est maghrébin. On est français déjà à la base. Oui, mais c'est important mais déjà parce que tu sais qu'il y a des gens qui mettent beaucoup plus en avant aussi leurs origines aux dépens de leur nationalité, ou le fait d'être né ici quand même ça fait de toi un Français, que tu le veuilles ou non. Affirmer. Oui. Tu préfères le couscous algérien ou le tagine marocain? Moi je préfère les deux, c'est différent, on peut pas comparer l'incomparable. Karim, bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir Karim, comment ça va? Je voudrais dire deux petites choses. Oui, vas-y. Rapidement. À toi. D'abord pour moi, alors je vous le dis, moi je suis agnostique de culture musulmane, mais moi je fête Noël, je prends le sapin, je le décore. Joyeux Noël. Parce que je considère que faire rêver un enfant c'est primordial. Et les enfants n'ont jamais considéré le Père Noël comme un dieu, ils l'ont toujours considéré comme un personnage féerique. Moi ma fille elle a cru au Père Noël, elle a cru à Cendrillon, elle a cru à Blanche-Neige, et maintenant elle en souffre pas pour autant. Ça l'a pas rendu taré pour autant. Exactement. Et ça l'a pas retardé non plus. C'est ce que je disais, il n'y a pas de traumatisme effectif chez un enfant. Et moi je vous dis, avant de passer à l'autre sujet, je préfère dépenser 500 ou 1000 euros dans un bon repas de Noël avec des copains que 4 ou 5 000 euros dans une omra et donner mon fric aux Saoudiens qui ne font que répandre le sang musulman et arabe à travers le monde. Bon, ça c'est ma conviction. Ça c'est votre avis. Surtout quand on est agnostique. Voilà, deuxièmement, surtout en plus devenant d'un agnostique, ils ne vont pas prévoir le moindre euro de ma part. Non mais vous êtes cohérent en tout cas. Et deuxièmement,
Moi, il y avait quelqu'un qui a appelé, je crois que c'était Méziane, là. Mais Méziane, il faut que tu redescendes sur terre, mon pauvre ami. L'Union des musulmans, il n'y a pas un pays musulman démocratique, il n'y a pas un pays musulman développé, il n'y a pas un pays musulman où les dirigeants sont élus. Il n'y en avait qu'un seul, il y en a 2 dans le monde. Et les pays démocratiques, les dirigeants sont vraiment élus, et de manière incontestable. C'est l'Iran et la Turquie. Et pourquoi? Parce que ce ne sont pas des Arabes, justement. Et ce sont les seuls pays musulmans. Et pourquoi on veut les abattre, d'ailleurs? Parce que ce sont les seuls pays musulmans, non seulement qui sont démocratiques, mais qui se sont développés et qui ont donné du pouvoir d'achat, de l'économie, de l'industrie à leur peuple. Parce que les autres, n'en parlons pas. Je prends un exemple tout simple. Si Israël bombardait le Yémen aujourd'hui, comme le font le Maroc, l'Arabie Saoudite, le Qatar, au prétexte de terrorisme, on serait tous dans la rue en train de beugler, là. C'est vrai, mais il a raison. Le pire, c'est que Karim a raison. C'est l'Arabie Saoudite qui massacre par milliers les Yéménites. Pourquoi il n'y a personne qui dit rien? Ce ne sont pas des êtres humains, eux aussi. Et il ne faut pas oublier que les dirigeants arabes, ce sont des dirigeants qui n'ont pas de compte à rendre à leur peuple. Parce qu'ils ne sont pas élus, ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Il y a un dirigeant, je crois que c'était Moshe Dayan, il disait, mais comment on peut négocier avec quelqu'un qui se couche? Il vous dit quelque chose, il se lève, il vous dit, non, je ne l'ai pas dit. Il n'y a pas de parlement pour le contredire. Regardez, je prends un autre exemple tout bête. Un mec comme Morsi, il a été élu. Il a dit, moi, écoutez, je veux pas rentrer dans cette guerre chiite-sunnite. Moi, je considère que nous sommes frères en religion. Et je veux pas faire la guerre à l'Iran. 6 mois après, il était renversé. Parce qu'il ne représentait pas les intérêts des pays occidentaux. Les pays arabes sont des pays condamnés au sous-développement. Regardez les gens qui fuient la Syrie, par exemple. Eh ben, ils préfèrent crever dans la Méditerranée qu'aller dans un pays arabe ou musulman. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là-bas, c'est le sous-développement, la dictature. Tout est fermé. Les gens n'ont qu'un seul rêve. Partir. Il n'y a que ça qui les intéresse. En fait, les gens, voilà. ils fuient la guerre, ils préfèrent rester chez eux. Merci, Karim. Donc Karim, il disait, il a terminé, bon, il a dit, je ne veux pas répondre à tout ce qu'il a dit. Il a dit que les gens, ils préfèrent mourir dans la mer que aller dans un pays arabe. C'est faux. Les gens, ils préfèrent rester chez eux parce qu'ils sont en guerre, ils fuient la guerre. Oui, mais et donc qui a fait la guerre? C'est pas des pays arabes qui sont venus bombarder. Excuse-moi, mais il y en a qui participent des pays arabes, en Syrie. Oui, mais après, faut mettre les choses dans leur contexte. Mais il a très bien dit quand il a parlé du Yémen aussi. Oui, alors justement, sur le projet, c'est ce qui est en train de se passer là. C'est sur l'exemple concret du Yémen. Mais oui, on n'en parle pas du tout. Même. Est-ce que répond à la question de Karim, est-ce que si ça avait été Israël qui bombarde le Yémen, est-ce que vous seriez pas tous dans la rue? Si Israël qui bombarde. Si c'était Israël qui bombardait le Yémen, est-ce qu'on serait pas tous dans la rue à dénoncer? C'est-à-dire sans analyser et sans regarder au fond des choses. Bien sûr. Bon, bien sûr. Nous sommes des hypocrites. Non, c'est pas une question. En fait, sans analyser les tenants et les aboutissants, bien sûr que tout le monde serait. Mais en fait, là maintenant, tout de suite, on doit être dans la rue pour dénoncer le massacre de toute population civile. Oui, mais parce qu'en fait, dans cette histoire, par les Saoudiens, les Marocains, les Qataris et puis des unions. Autres pays. C'est des unions, des accords, etc. Mais ça, c'est au vu et au su du gendarme du monde, de l'OTAN. Du monde occidental, tout le monde regarde et ne fait rien. Pourquoi? T'as répondu à ma question. Parce que il y a des intérêts. Mais non, mais c'est trop simple. Mais non, c'est pas simple. En même temps, ça sert à rien de compliquer les choses quand elles sont simples. Mais elles sont compliquées. Moi, je parle avec un ami yéménite, il me raconte le conflit. Il me raconte le conflit, hein. Il me dit là-bas, les soi-disant Houthis, donc chiites, contre soi-disant les sunnites, ils se battent. Mais il m'a dit, mais en vrai, ils sont tous des frères, ils commercent tous ensemble, il y a des zones, par exemple le port. Ils se partagent les arrivées, les sorties de marchandises. Ce sont les Saoudiens et les Iraniens qui se battent et qui prennent en otage le peuple yéménite. Donc voilà, c'est le peuple dont il faut parler. Après ceux qui prennent les décisions d'attaquer, c'est toujours tout de suite. On est de retour très vite pour la France Maghreb 2, le grand forum. Merci d'être avec nous pour la suite de cette émission avec Hakim Rahal et Sabrina Artiste et vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33. Il faut parler un petit peu des coulisses, s'il te plaît. Hein? Non, pas de ce qui s'est dit en coulisses. Non, jamais. Comment ça se passe en coulisses? Parce que c'est magnifique. Il y a des paris qui sont pris. Il y a des paris qui sont pris, c'est tout. Voilà. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Allô. Bonsoir, monsieur Christophe, c'est Kamel de Paris. Comment allez-vous, Christophe? Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aime bien répondre à monsieur Karim. C'est vrai que normalement, si c'était Israël qui bombardait le Yémen, tout le monde sortait dans la rue. Moi, vraiment, je me pose la question. C'est vrai que vraiment, je dénonce ce qui se passe au Yémen, tous les bombardements, toutes ces guerres-là dans le monde. Mais pourquoi il se pose pas la question, Karim, sur
le régime syrien qui est tout le temps avec le régime russe qui est en train de bombarder tout le temps des hôpitaux. Vous imaginez, monsieur Christophe? Bonsoir, mon ami. Tiens, il y a Tarek qui est là. Ah, monsieur Tarek, comment allez-vous, ça va? Voilà, moi je voulais vous poser la question que tu... on vous a pas vu ni sur Facebook ni ailleurs parler de monsieur Trump. Ça dépend sur quel profil, parce qu'il a plusieurs profils. Oui, qu'est-ce que vous pensez de monsieur Trump? C'est ça qui m'intéresse. Monsieur Trump qui dit qu'il faut laisser la Syrie à la Russie. Trump, moi je suis vraiment, c'est une catastrophe pour les États-Unis. C'est vrai que bon, vous êtes plus américain que les Américains. Attendez, monsieur Tarek Mami, c'est vrai que le bilan d'Obama il est catastrophique. Et je pense que c'est la révolte de l'Amérique silencieuse qui fait dans les 5 ans des États-Unis, le Tennessee. Non, mais c'était juste pour vous donner, cher ami, cher Kader, vous changez de nom et de profil. Kamel, non, mais Kader. c'est pas grave. Juste pour vous dire que comme vous changez de profil, j'ai juste une information à vous donner. Cette information, c'est que monsieur Trump, il a dit la Syrie est aujourd'hui une question russe et il revient aux Russes de régler le problème. Voilà. Bon, on va y aller. À France Maghreb 2, je crois qu'on va faire pareil. Hein. Ouais. Allez, on va y aller, Kamel. À bientôt, Kamel, alias Morad, alias Kader, alias je ne sais quoi. 01 40 33 9000. Évidemment, vous n'hésitez pas à nous rejoindre et je vous salue, Tarek, bien sûr. Voilà. Les coups de cœur, c'est vrai. Ah oui, les coups de cœur, ils arrivent bientôt. Mais attendez, on n'y est pas encore. On va parler aussi un petit peu d'actualité et je voudrais qu'on s'attaque un petit peu. Tiens, on va s'attaquer maintenant à notre ami Fillon. Fillon qui est le 3e homme, celui qui monte dans les sondages, dans les primaires de la droite. Hakim, je sais que ça te plaît. Alors, je vous propose, écoutez, on va faire un petit exercice. On va écouter un extrait d'un discours de Fillon sur les musulmans. Et vous allez voir qu'il va fort quand même. On y va, c'est parti. Enfin, pour écoutez. assurer cette cohésion nationale, restaurer cette cohésion nationale, nous permettre de réussir ensemble, il y a un dernier problème qu'il faut régler. Et c'est le plus difficile parce que c'est un problème culturel, c'est un problème de civilisation, c'est un problème de long terme. C'est la question de la place de l'islam dans la République française. Je veux parler de la place de l'islam dans la République française parce que je ne veux plus faire comme tous les autres hommes politiques et comme moi-même je l'ai fait pendant longtemps, je ne veux plus parler de communautarisme. Je ne veux plus vous dire qu'il faut lutter contre les communautarismes. Je l'ai dit comme tout le monde. Mais en réalité, il n'y a pas des communautarismes. Il n'y a pas de communautarisme catholique qui menace la République française. Il n'y a pas de communautarisme protestant qui menace la République française. Il n'y a pas de communautarisme juif qui menace la République française. Il n'y a pas de communautariste bouddhiste ou je ne sais quoi. Il y a juste un problème, c'est le problème de la montée de l'intégrisme au sein de la communauté musulmane. Et c'est ce problème-là qui doit être réglé. Alors on s'arrête là. On s'arrête là. Et vive la République, bien sûr. Alors c'est une catastrophe ces propos amalgamants, stigmatisants, c'est n'importe quoi. Comme je dis à chaque fois, la politique et les politiciens se doivent, en tant que responsables en charge de la gouvernance d'un pays, d'être bienfaisants. Il est simplement en train de dire que les extrémismes anti-humains, ça vient du monde musulman, de chez les musulmans. Or que c'est faux parce que c'est pas parce que le Ku Klux Klan qui est d'origine chrétienne, il existe qu'on va taxer tous les chrétiens d'être de faire l'amalgame que c'est tous des extrémistes racistes. On a de cesse de le répéter et pourtant on se retrouve quand même avec des politiciens qui passent d'un discours à un autre et qui voilà quoi, il y a un côté un peu stigmatisant qui n'a de cesse de c'est gravissime, chère Sabrina. Bien sûr, c'est catastrophe. C'est dangereux, c'est pernicieux et ça va même au-delà, c'est frontal. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas une force d'opposition en face. Et il sait en même temps qu'il est dans un espèce de drague électorale, de faire du Sarkozy pour aller draguer. Réservez-vous parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Attendez, c'est réservez-vous. Déjà beaucoup d'applaudissements sur ce qu'il a dit. Évidemment. Il a son public. Ah oui, évidemment. C'est très important. C'est très important d'aborder la question comme cela. Parce que si on continue à l'aborder comme le font tous les autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va durcir ce qu'on appelle les lois de la laïcité. Donc ça veut dire qu'on va réduire la liberté religieuse de millions de Français, de catholiques, de protestants, de juifs, etc., pour résoudre un problème qui ne les concerne pas. Alors c'est extrêmement important ce qu'il vient de dire. Alors là, c'est fort là. Là, est-ce que vous avez entendu quand même? Vous avez compris comme moi, je veux dire.
C'est de l'idéologie. Il essaie de rentrer dans. Il fait de l'idéologie. C'est plus de la séduction, c'est du viol là. Oui, effectivement. Bon. C'est condamné ça. Après, bon, c'est grave ce qu'il est en train de dire. Pour redescendre un petit peu la tension, il est en train de draguer les électeurs du Front National. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, moi, ce qui m'effraie le plus finalement dans cette histoire, c'est qu'il fait partie de la famille politique qui va être en passe de diriger le pays là. C'est-à-dire des républicains. Alors, encore une fois, que les discours ils soient comme ça, comme celui qui vient de nous servir, ou pire encore, moi j'appelle ici à l'antenne de Radio France Maghreb 2, que les Français d'origine maghrébine et Français musulmans par extension, cessent de se chamailler, de se quereller sur des considérations, sur certaines considérations futiles pour s'occuper des priorités, pour s'occuper d'être enfin acteurs de la vie politique du pays dans lequel ils vivent. Voilà. Attendez, c'est pas fini. Attendez. La République a eu autrefois des problèmes avec les autres religions. Les catholiques, ça a duré presque 200 ans. Voilà. Quand je n'habite pas à Paris, j'habite dans une petite commune de la Sarthe qui s'appelle Solesmes, où il y a une grande abbaye. Oui, il se rendait d'ailleurs en avion tout le week-end, aux frais du contribuable, on se rappelle aussi. Quand je vais rendre visite au Père Abbé, qui est un petit peu taquin, il me dit souvent, j'aime pas trop recevoir un responsable de l'État, parce que la dernière fois qu'il y en a un qui est venu nous voir, c'était en 1903 pour nous dire, vous avez 24 heures pour quitter le territoire national. Donc oui, ça a été violent. Et en disant aujourd'hui qu'on exige des musulmans qui respectent les lois de la République, on ne les stigmatise pas, on leur demande simplement de faire la même chose que ce qu'on a demandé aux autres religions depuis des siècles dans notre pays. Alors quand on voit comment ont été traitées les autres religions il y a un siècle, là vraiment c'est très inquiétant. Quand on voit comment est-ce que les religions ont été exterminées, c'est très très inquiétant. Très inquiétant. C'est pathologique là. Hein. Alors ce qu'il est en train de dire, Fillon, c'est dingue. Faut pour se calmer, pour bien analyser, ma chère Sabrina, c'est qu'en fait c'est lui qui est en train de pas respecter la loi. Les musulmans ils respectent le pacte républicain du bon vivre ensemble. Les musulmans ils respectent la loi. En disant ce qu'il est en train de dire, il va contre la Constitution française, il va contre la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est pas une nouveauté, hein, Hakim. Non, mais ce qu'il est en train de dire, parce que les gens ils l'applaudissent derrière, même s'il y a des chauffeurs de salle, bien évidemment, on est d'accord, et que c'est comme une mise en scène, un meeting politique, surtout lors des primaires. Mais ce qu'il dit, en fait, il le pense aussi, et parce qu'il assume ses propos, c'est lui qui est hors la loi. Comment ça, des musulmans parce qu'ils sont musulmans, des humains parce qu'ils ont un choix de culte, eh ben ils sont anti-français. C'est n'importe quoi. Oui, mais on le sait. Les musulmans, c'est eux qui ont défendu la France aux Premières Guerres mondiales, 250 000 morts à Verdun. Les musulmans, c'est les tirailleurs sénégalais, les Marocains, tout le monde, c'est eux que lors de la Seconde Guerre mondiale, qui après la victoire de la France se sont fait enlever leur costume et leurs médailles et leurs vêtements De Gaulle, c'est l'histoire qui le dit, il a habillé des Français d'origine française avec les vêtements de ces tirailleurs sénégalais pour la photo. Ouais. C'est qui est hors la loi là-dedans là? Donc voilà, c'était la France, elle doit beaucoup aux musulmans. La preuve en est, la France doit beaucoup aux musulmans. La preuve en est que ce n'est pas nouveau. Parce que tu parles d'hors la loi, ce qu'il dit, mais c'est pas nouveau puisqu'à l'époque De Gaulle l'a fait aussi. Et après, attention, pas d'amalgame aussi, parce que la France doit beaucoup aux musulmans, c'est un grand mot quand même. Ah si, doit beaucoup. Non, dans le sens où ce que je veux dire, c'est que par exemple, ces tirailleurs l'ont pas fait sous couvert d'islamité. Ils sont venus, ils l'ont fait pour la France, et pas en tant que musulmans. Si, on les appelait les musulmans. Non. Tu me comprends pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Bien évidemment, c'était les territoires de la colonie. Ils étaient musulmans, ils pratiquaient, ils n'avaient pas la même culture religieuse. Ceci étant, lorsqu'ils allaient au front, ils avaient cette place-là qui était évidemment, c'est pourquoi est-ce qu'ils étaient placés là. Ouais. Ils n'y allaient pas sous couvert d'islamité. C'est pas parce qu'on est c'est pas parce que je suis musulman que je vais sauver la France. Non, c'est pas oui. Donc on peut pas dire les musulmans ont sauvé la France dans ce sens-là. Oui, mais ils sont musulmans. Pendant ce temps-là, hier soir aux Zénith de Paris, devant une salle d'ailleurs, Alain Juppé y était. Je dis la vérité sur l'état de la France. Je dis la vérité sur la nécessité de réformes profondes, radicales. Mais je veux rester crédible et ne pas promettre des chocs sismiques qui détruiraient ce qu'il y a encore de solide dans notre pays. Ceux qui se sont montrés les plus pusillanimes quand ils étaient au pouvoir gonflent aujourd'hui leurs biceps. On va voir ce qu'on va voir. Eh bien, on a déjà vu. Voilà, ça attaque sévère. Là, on sent quand même que notre ami Alain Juppé, il est passé à une vitesse supérieure.
Et je pense que ce débat va être incisif, il est plus incisif, il est plus sarkozyste. Est-ce que c'est pas trop tard? C'est la question. Non, c'est la ligne droite. Au contraire, c'est le bon moment. Ne t'inquiète pas pour eux, Christophe. Oui, non, mais toi, t'es pas objectif. Maintenant, je reprends les propos de Copé. Il a dit que Fillon, c'était il faisait du sarkozysme. C'était le premier ministre de Sarkozy. Donc Fillon, il s'inscrit dans la ligne droite de. Ouais, bah alors, à ce moment-là, on peut dire que Juppé fait du Sarkozy puisqu'il était ministre des Affaires étrangères. On peut dire que Juppé était Premier ministre. On a vu ce que ça a donné en 95, la plus grande grève de la France. Pas les mêmes. Oui, mais Juppé là, on a bien entendu les propos de Fillon. Non, mais si tu veux qu'on aille sur ce terrain-là, on peut y aller. Non, les propos que tu as mis tout à l'heure, en 3 temps, c'était bien ceux de Fillon et pas de Juppé. Ah oui. Juppé, il est pour une laïcité France heureuse, voilà. Exactement. Donc ça n'a rien à voir. Oui. Non, faut pas confondre le sage. Pour moi, Juppé, c'est le sage du village. Voilà. Ouais, si on peut dire ça comme ça. Ça va dépendre du village. Voilà. C'est la France, c'est notre village. Mohamed, qu'en penses-tu, Mohamed? Mohamed, il est où, Mohamed? Ah ben il est parti, lui. Du coup, il a écouté tout ça l'a fait fuir. 01 40 33 9000. On va passer au coup de cœur dans un instant. Peut-être qu'on va accueillir un dernier appel peut-être sur le sujet. Bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Ahmed. À vos chroniqueurs. Bonsoir. C'est Ahmed à l'appareil. Oui, bonsoir Ahmed. Et vous allez bien? Fort bien, et vous? Ça va, je vous remercie. Tout d'abord, je voulais juste préciser une chose, c'est que ceux qui sont allés combattre n'ont jamais été de leur propre chef, on les a obligés. Oui. Ça c'est clair. Déjà, l'Algérie était une colonie, et le Maroc et la Tunisie étaient des protectorats, ainsi que le Sénégal, le Mali et d'autres. Donc la France les a astreints, obligés à aller mourir pour le drapeau tricolore, ça il faut le préciser. Et en guise de reconnaissance, on connaît un peu l'histoire. Donc moi ce que je voulais dire, Fillon, vous savez, à l'époque, lorsque il était le Premier ministre de Sarkozy, il disait de lui que c'était son collaborateur. Il n'avait même pas droit à ce qu'il soit désigné par cette fonction, très haute fonction, bien sûr, de Premier ministre. Et vous savez, malheureusement, le ventre mou de notre pays, c'est l'islam, et le discours de l'islam, ça permet de grimper, dans les sondages, vous savez, les 12% qu'il les a eus, c'est par rapport à ce genre de discours musclé, c'est trop facile. Mais ce qu'il y a, c'est que malheureusement, j'ai entendu votre invité, pour qui j'ai le profond respect bien sûr, mais c'est un peu utopique, et c'est-à-dire c'est le fait de parler toujours de ces Maghrébins qui doivent se réunir, s'organiser, se structurer. Je crois que c'est un discours qui, je dis pas éculé, mais et c'est une rengaine malheureusement qui revient à chaque fois. On ne le sera jamais. D'ailleurs, à cette radio, vous avez entendu des gens appeler plusieurs fois. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se structure, il faut qu'on fasse, etc. Ça fait 10 ans que j'entends ça. Hein. Mais vous savez, mon cher Christophe, les choses avancent, vous en faites pas. Hein. Oui, regardez les messages du Premier ministre algérien. Oui, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Oui, non, mais attendez, moi, ce que je voulais dire, c'est que vous savez, moi, je veux dire, depuis très très longtemps, on ne parle que de ça, depuis des années. Rassurez-vous, si je parle de ça, c'est que Christophe sait de quoi je parle. Et donc, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, pensons à ce qui nous concerne aujourd'hui. Il y a un vote extrêmement important pour notre communauté, qui va avoir lieu, donc il y a 2 tours, il y a le 20, c'est-à-dire ce dimanche, et le 27, le dimanche prochain. Bon, je partage pas les pronostics de Christophe, parce que moi je pense que Juppé... Mais parce que vous n'êtes pas réaliste, messieurs, c'est pour ça. Il est en droit de ne pas les partager, néanmoins. Non, mais Christophe me connaît assez bien, il sait très bien, c'est-à-dire, c'est pas pour m'opposer à lui, mais je sais que... Votre anti-sarkozysme vous aveugle, messieurs. De les républicains, je sais pas comment on pourrait dire, c'est-à-dire, leur préférence va à Sarkozy, ça c'est clair. Bah évidemment. Mais vous savez qu'il y a des appels qui se font un peu partout, même un ancien secrétaire général des écologistes, dont j'ai oublié le nom, il encourage les écologistes à y aller. Et pour voter, bien sûr, pour Juppé. Moi, vous connaissez ma position, j'ai toujours dit, connaissant un peu ceux qui se présentent, Sarkozy, c'est même pas la peine d'en parler, parce que, vous savez, la liberté de langage qu'ils ont, que ce soit Sarkozy, Fillon, n'importe qui, elle vient du fait que non pas parce que nous on n'est pas structuré, organisé, c'est parce que les Arabes, enfin les Arabes, j'allais dire, tous ceux qui peuvent nous représenter, je veux dire, au niveau de l'arabité ou au niveau de la religion, au niveau de la berbérité, n'existent plus. Il n'y a plus de pays, il n'y a plus de Libye, il n'y a plus de Syrie, il n'y a plus d'Irak, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Tunisie. Il reste peut-être l'Algérie, il n'y a même plus d'Algérie, j'allais dire, et pas de Maroc, il n'y a rien du tout. Bon. Donc en définitive, quand vous savez que par exemple Sarkozy, lorsque il va
En imaginant qu'il ne soit pas élu, où est-ce qu'il va se reposer? Il va se reposer dans un pays arabe, on le sait, tout le monde oui, le il va sait. à Marrakech. Et c'est ça qui nous chagrine. Moi, je me rappelle une fois, comment il s'appelle, le premier ministre israélien du temps de Chirac, il est venu, il lui a dit, maintenant je demande à tous les juifs de quitter la France parce qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je en France, de la judéophobie, comme on appelle. De l'antisémitisme. Vous vous rappelez, Christophe? Oui, oui. Nous, on n'a pas entendu un gouvernement. Dans laquelle on est, on a parlé de portions de frites, bien sûr. Il a parlé de Ahmed, je suis désolé. Faut qu'on y aille, là, mon ami. On a parlé de portions de frites, des enfants. Vous imaginez des enfants qui, à l'école primaire, qui ont besoin de se sentir, je veux dire, amis et frères, j'allais dire, et compatriotes, amis et frères, j'allais dire, et tout, avec tout ce qu'il y a comme élèves, de toutes origines, de toute religion, de toute, je veux dire, culture. Non, c'est-à-dire il fait la différence déjà par rapport à ça. Nous connaissons, c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de lui, Christophe, même si par exemple il gonfle son torse, mais il représente rien. Bon, c'est moi qui vais gonfler le mien là parce qu'on est obligé d'y aller, mon ami Ahmed. Je suis désolé, le temps nous presse et on a bien compris en tout cas votre message. On va passer, si vous le voulez bien, maintenant au coup de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors, les coups de cœur avec le coup de cœur de notre ami Hakim Rahal qui est avec nous par téléphone. Mon cher Hakim, comme c'est ton coup de cœur, je te laisse gérer et accueillir notre invité. Oui, alors donc c'est dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, 1er novembre 1954. Le Centre culturel algérien organise une conférence autour de Moufdi Zakaria, ce grand militant révolutionnaire et poète, donc le poète du Grand Maghreb qui à son époque ne se considérait pas dans un premier abord comme un Algérien mais comme un Maghrébin. Voilà, donc on accueille au téléphone l'animateur de cette soirée commémorative au Centre culturel algérien, Slimane Tounsi, qui est un universitaire algérien spécialisé dans la modération, la gestion de conflits et également formateur. Bonsoir Monsieur Tounsi. Bonsoir cher Christophe et bonsoir à vos auditeurs. Bonsoir Monsieur Tounsi. Alors, dites-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer durant cette soirée très particulière d'ailleurs dont France Maghreb 2 est partenaire. Bien sûr. D'abord, je commence par vous saluer et saluer les qualités de vos émissions. Je vois qu'à la veille toujours des élections, c'est toujours animé, c'est très bien. Vive le débat. Et merci pour France Maghreb d'être partenaire. En fait, c'est organisé par le Centre culturel algérien à Paris et aussi l'université de Rouen, c'est un laboratoire de linguistique dirigé par Fouad Laroussi qui est tunisien. Donc cette rencontre aura lieu, c'est une manifestation culturelle où il y aura une table ronde avec 3 intervenants, un Algérien, un Tunisien et un Marocain. L'Algérien, ce sera notre grand ami Slimane Ben Issa, le grand dramaturge, écrivain et voilà, c'est pas la peine de définir pour vos éditeurs Slimane Ben Issa. Alors Slimane Ben Issa va nous parler, c'est pour la première fois, il fait un témoignage personnel de ses rencontres culturelles avec Moufdi Zakaria. Slimane Ben Issa grandit à Galma, à l'est algérien, où Moufdi Zakaria leur a rendu visite quand il était déjà tout petit à l'école. Et puis, il l'a rencontré quand il était étudiant à Paris et dans plusieurs reprises. Et puis, il y a un échange culturel. Il se rappelle très bien de la poésie en langue chadi, c'est-à-dire l'hamia, donc algérienne. Il y aura aussi Fouad Laroussi, j'ai parlé de lui, c'est un professeur à l'université de Rouen. Lui, il est tunisien, il n'a pas connu directement Moufdi Zakaria parce qu'il est un peu jeune, mais c'est un universitaire, un académicien, un amoureux des lettres. Il a adoré la poésie, la production littéraire de Moufdi Zakaria et son combat. Bien entendu, il va nous parler
Et son intervention s'est intitulée comme Moufdi Zakaria, comme une étoile qui illumine le Grand Maghreb. Donc, et puis Fouad Laroussi compte développer dans son laboratoire des partenariats académiques avec des universités du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et d'autres, pour développer cette littérature du Grand Maghreb. Monsieur Tounsi. Oui, alors ça c'est le programme, évidemment on peut le consulter je suppose sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Oui, pour y accéder. Sans oublier notre ami marocain pour juste terminer, Karim Ifrak, qui va nous parler du rêve de Moufdi Zakaria du Grand Maghreb, qui est presque, comme le dit, voilà. Donc il y aura la projection du film de Saïd Ulmi. Voilà un peu ce programme. À quelle heure, monsieur Tounsi? On terminera la soirée par la déclamation de quelques poésies en français et en arabe et une collation offerte par le Centre culturel algérien. Très bien, c'est au 171 rue de la Croix-d'Hiver à Paris dans le 15e. C'est à quelle heure, monsieur Tounsi? Alors, c'est à partir de 18h. Donc après le Grand Forum, c'est parfait. Voilà. Ouais. Et c'est au 171 rue de la Croix-d'Hiver. À Paris dans le 15e. Métro Boussicot. Métro Boussicot. Voilà. Effectivement, il y a le bus 62 qui amène aussi et 39, je pense, si ma mémoire est bonne. Bonne soirée par avance, monsieur Tounsi. Alors, je sais pas si vous avez d'autres questions. Non, malheureusement, on n'a plus le temps, mais en tout cas, vous avez répondu à notre question essentielle quant à nous donner le programme et à donner rendez-vous au plus grand nombre de nos auditeurs pour cette soirée. Et notre ami Hakim, il sera bien entendu jeudi soir. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Tounsi. J'aimerais juste ajouter un mot pour dire un grand merci à Radio France Maghreb. France Maghreb 2, monsieur Tounsi. Particulier à notre grand disparu ami Brahim Hachmaïl, qui nous a quitté le 8 novembre 2011, et quelqu'un qui était aussi là quand on lui a rendu hommage. C'est un grand monsieur, c'est un humaniste et c'est un militant, mais lui, non seulement il est dans la dimension du Maghreb, mais il est dans la dimension Afrique aussi, parce que Hachmaïl, comme vous le savez, il avait des attaches au Mali, et ça vraiment, c'est un appel à tous les Maghrébins. Et je suis juste ajouté que j'étais très content d'apprendre, comme tout le monde, que le Premier ministre algérien a dit par rapport aux différents clients entre le Maroc et l'Algérie, que l'Algérie est prête à régler ces différends, et on espère, et sans oublier que des jours meilleurs arriveraient, sans oublier la Libye et la Mauritanie qui font partie du Grand Maghreb, et j'espère que vous serez nombreux à venir jeudi soir, à écouter de la poésie 18h. Pour débattre ensemble. Merci monsieur Tounsi. Merci à vos éditeurs et à très bientôt à jeudi. Merci monsieur Tounsi. Merci, au revoir, à bientôt. Monsieur Tounsi pour nous parler de cette grande soirée jeudi soir au Centre culturel algérien. Du coup, ma chère Sabrina, on laisse la pub et ton coup de cœur arrive, ainsi que le j'aime ou j'aime pas. J'avais dit qu'on n'en parle pas de cette déclaration de Célal, mais on peut pas s'empêcher. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Moi j'ai remarqué quand même que ça passe vite quand on est bien accompagné. Comme on est souvent bien accompagné, pour pas dire tout le temps, aujourd'hui plus que jamais, Sabrina Artiste, elle est là et elle égaye à chaque fois notre studio. Merci, de par sa c'est présence. toujours un plaisir d'être là. N'est-ce pas, Hakim, tu confirmes quand même? Ouais, elle est sympa, hein. Elle est sympa, hein. Merci. Je t'ai payé combien pour que tu dises ça? Pas assez. Ouais, elle est sympa, hein. Tu sais, le mec qui tue l'ambiance là. Je ne suis pas ammonnayé, chère Sabrina. Mais ça tombe bien, j'ai pas d'argent de toute façon pour toi. Allons-y pour ton coup de cœur. Alors, le coup de cœur de Sabrina, c'est parti. Après les sottises de Hakim. Voilà, donc mon coup de cœur, c'est un coup de cœur que je vous invite vraiment à soutenir. C'est le SAMU Social. Le SAMU Social qui expérimente en fait depuis quelques semaines une solution originale via un dispositif expérimental baptisé Élan. ELAN. En fait, il recherche 200 familles franciliennes désireuses d'accueillir chez elles un réfugié. Le foyer accueillant doit pouvoir proposer une chambre personnelle sur une période de 3 mois à 1 an, mais aussi s'engager, et c'est là que j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais aussi s'engager à partager des temps conviviaux dans un environnement sécurisant.
Quant à la personne accueillie, eh bien elle doit être seule ou en couple, avoir un statut de réfugié en France, parler le français, l'arabe ou l'anglais et être engagée dans une démarche d'insertion. L'équipe Élan, composée de conseillers en insertion, de psychologues, de référents sociaux, va suivre et accompagner au plus près les bénéficiaires. Donc pour l'heure, il y a quelque chose qu'il faut savoir, il y a déjà 18 familles qui ont intégré le dispositif Élan. L'objectif, c'est d'atteindre 200 réfugiés accueillis pour mi-2019, donc soit 300 familles. Donc pour les personnes qui sont intéressées au niveau des informations, vous pouvez aller sur le site samusocial.paris ou alors téléphoner au 06 16 63 27 82 06 16 63 27 82. Donc c'est vraiment une démarche, un programme, une initiative qu'il faut saluer et absolument soutenir, parce que dans ce programme, donc on a bien compris, le but c'est d'accueillir des réfugiés, mais au-delà de cela, là j'ai fait très court, ce qu'il propose aussi en fait c'est vraiment de proposer aux familles en fait qui seraient désireuses d'accueillir, vraiment de passer un temps avec eux et redonner en fait finalement cet aspect, en fait, la sécurité d'un foyer tout simplement, ailleurs que ce qu'on peut retrouver dans des camps, on n'en parlera même pas, mais des autres dispositifs qui sont tout aussi bien. Mais là, on a quand même quelque chose qui s'est beaucoup perdu et qui est proposé à être réhabilité avec le dispositif Élan, à savoir la solidarité au sein d'un foyer. Et donc ça vraiment, je voulais vraiment le saluer, c'est un vrai coup de cœur pour moi et j'espère vraiment que on va, et là pour le coup musulmans, chrétiens, athées, agnostiques, français, d'origine, peu importe nos origines, essayer de se fédérer autour de ça, parce que ces réfugiés d'aujourd'hui, je le souhaite à personne, mais ça pourrait être nous demain aussi. Exactement. Merci beaucoup Sabrina pour ce coup de cœur. Merci. Très important. Allez, on termine très rapidement par le j'aime ou j'aime pas, on y va. J'aime pas ou je m'en fous, hein. On peut très bien dire ça aussi, y a pas de souci. Je vous donne des petites informations, voilà, auxquelles peut-être on serait passé dans l'émission. Israël qui a fait l'adoption d'un projet de loi légalisant les colonies sauvages en Cisjordanie. J'aime pas ou je m'en fous. On déteste même. En tout pour toi. Sabrina ? Non, il y a rien à aimer là-dedans. Oui, d'accord. La voilà. Abdelmalek Sellal, le Premier ministre algérien, a déclaré: l'Algérie est prête, écoutez bien, est prête à régler ses différends d'une manière pacifique avec le Maroc. Vous voyez, je m'en étouffe. J'aime pas ou... On adore, on kiffe, on aime bien sûr, c'est génial. Tout ce qui peut tenter de toute façon à fédérer et à réunifier la paix, bien sûr que... Surtout de la part de responsables politiques. Voilà, merci. Ça, c'est très important. Oui, j'aime. Alors, écoutez bien, vous connaissez tous le site Easy Voyage ? Easy Voyage, non, je connais pas. Non. Ah ouais, Easy Voyage, c'est un grand site pour ceux qui partent en vacances. Moi, j'en connais d'autres. Eh bien, ce fameux site recommande la destination Algérie. Bah oui. Donc, le Sahara, ils vont pas le trouver ailleurs. Ah bah oui, non mais le coucher de soleil, le lever de soleil. Non mais tu fais le malin, Hakim. Mais est-ce que tu vois beaucoup de sites qui recommandent la destination Algérie ? Mais c'est ce qui est rare et précieux. J'espère qu'il y aura que lui qui le. Alors sinon, en toute objectivité, donc voilà, je vais essayer. Non, bien sûr, j'aime. Moi, l'Algérie, c'est un pays que j'ai visité, je sais pas, plus de 5-6 fois, et c'est un pays à visiter, vraiment, en espérant qu'il puisse garder cet écrin qui est un petit peu épargné d'un tourisme qu'on peut retrouver ailleurs. Mais c'est un très beau pays. Il paraît que quand on change de région, on a l'impression de changer de pays. C'est vrai, Hakim ? Alors, tout à fait, en toute objectivité également. Ce qu'on va retrouver en Algérie, ou peut-être plus qu'ailleurs, étant donné que c'est pas aussi développé qu'ailleurs le tourisme, c'est vraiment le côté encore très proche de la nature. Alors, on peut trouver ça quand même dans les autres pays pour avoir fait les 3 pays. Franchement, en termes de paysage, on peut le trouver si on le cherche bien au Maroc et en Tunisie. Par contre, c'est vrai qu'en Algérie, il y a quelque chose qu'on va pas retrouver dans les autres pays, mais pareil, vice versa aussi de toute façon. Bien sûr. Alors, et pour finir, plusieurs associations appellent à un meeting contre l'islamophobie et la xénophobie. Ça se passe chez toi, mon ami Hakim, le dimanche 18 décembre à Saint-Denis, à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Oui. Et donc bien sûr qu'on aime, et je salue ici les Houria Boutelja et Youssef Boussouma aussi, en tant qu'organisateurs et participants. Ah, c'est eux. Plusieurs associations. Bien sûr. Voilà. D'accord. Sabrina ? Ouais, super. C'est une manière de fêter Noël, avant l'heure. Voilà. Chacun son Noël. Voilà. Ouais. C'est quand la date, Christophe ? Le 18 décembre, mon ami. Donc dimanche 18 décembre. On aura le nom des candidats à LR ?
Bah évidemment. On l'aura, hein. Ouais. Donc on aura Juppé, d'accord. Oui, Sarkozy, voilà. Merci beaucoup Sabrina, à très vite. Merci beaucoup Hakim. Merci Christophe, merci Sabrina. Dans un instant, la suite de Grand Forum sur France Maghreb 2 avec la Myanmar pour l'éphéméride, le sport et la télé. Pour l'heure, c'est Marine Garel et pour l'actualité de ce mardi soir. Bonsoir Marine.